Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Je vous présente tous nos vœux pour cette année. Et nous sommes heureux d'avoir Gilles Rotillon ce soir, qui a nous fait l'amitié de venir nous faire une conférence sur le climat et la fin du mois. Il était déjà venu en 2007. Et en 2008. Donc ça fait quand même un moment. Croissance et développement durable, l'économie des ressources naturelles. Et en 2008, faut-il avoir peur de la mondialisation? Donc Monsieur Rotillon est professeur d'économie à l'université Paris 10. Paris-Nanterre. Et spécialisé en économie de l'environnement. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le climat et la fin du mois, que nous pourrons, il y en a quelques exemplaires, qui pourra nous dédicacer pour ceux qui vous sont intéressés. Donc je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, donc oui, alors je vais vous parler un peu de ce bouquin que j'ai écrit il y a à peu près un peu plus d'un an. Alors d'abord, deux mots sur les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Alors, il y a deux raisons en fait. La première, c'est une contradiction qui paraît évidente entre la prise de conscience croissante des problèmes d'environnement, du réchauffement climatique, la perte de biodiversité, etc. Aujourd'hui, tout le monde en parle, les politiques, les journalistes, le public, toute personne qui peut faire un programme électoral sans dire un mot sur le problème de l'environnement. Et puis, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre qui engendrent le réchauffement, eh bien, on s'aperçoit qu'elles continuent à croître. Donc, il semble qu'il y ait une contradiction entre l'urgence annoncée partout du problème du réchauffement climatique et puis le fait que ce réchauffement continue à s'accélérer. Alors ça, c'est la première raison, de creuser un peu cette contradiction. La deuxième raison, c'est un autre livre, dont le titre ne vous échappera pas, qui est sans rapport avec le mien, mais un peu différent, évidemment, et qui m'a tellement hérissé que je me suis décidé à y répondre d'une certaine façon en écrivant ce livre-là. Alors, je vous parlerai après un petit peu plus de ce que je fais dans ce livre et en quoi il m'avait relativement limité, et ce qui fait que ça m'a poussé à écrire ce livre. Alors, juste pour fixer un peu quelques idées, voilà un histogramme de la croissance des émissions de gaz à effet de serre qui, comme vous voyez, continue régulièrement. Je ne l'ai pas actualisé, mais c'est toujours en croissance, même si c'est un petit peu moins récemment, parce qu'il y a eu des crises, la production s'est arrêtée avec la crise sanitaire, etc. Donc ça a moins accru la croissance des émissions, mais elle continue à croître, rassurez-vous. Et puis, pour fixer encore plus les idées, quelques chiffres, il y en aura assez peu dans cet exposé. Actuellement, on a une concentration dans l'atmosphère qui est de 410 parties par million. Donc c'est la mesure de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'après les scientifiques, si on veut rester sous les 2 degrés Celsius, qui est l'objectif acté à Paris, à la conférence de Paris, et même 2 degrés, mais en principe, ils ont si possible 1,5 degré, donc restons à 2 degrés, il ne faudrait pas dépasser 480 parties par million. Ça représente, si on traduit ça en quantité de gaz à émettre, en quantité physique, 800 gigatonnes de gaz à effet de serre à émettre, qui nous resterait à émettre pour être sûr de rester non, mais avoir une bonne probabilité de rester en dessous de ces 2 degrés. On émet actuellement 42 gigatonnes par an. Si vous faites une multiplication, ça fait en gros 20 ans. Dans 20 ans, on aura épuisé le budget carbone qu'on est censé ne pas devoir épuiser. Et c'est plutôt 2050 qui est acté par les politiques comme la date à laquelle il faudrait avoir le zéro carbone. Donc, en fait, 10 ans trop tard. Donc on n'est vraiment pas dans la bonne trajectoire, c'est clair. Alors, quelles sont les solutions ? La première partie de mon bouquin, c'est que je m'intéresse justement
qu'est-ce qu'on nous propose pour lutter contre ça et en quoi finalement ça ne marche pas, puisque encore une fois, on s'aperçoit que malgré toutes les solutions proposées, il y en a des paquets, les émissions continuent à croître. Alors, j'ai fait une petite catégorisation qui vaut ce qu'elle vaut, on peut le classer de façon différente. J'ai considéré des solutions que j'appelle anthropologiques. Alors, faible, je dirais un mot pourquoi faible, c'est en gros, ça vise à modifier les comportements des acteurs. Donc tout ce qui incite les acteurs à changer de comportement. Alors faible, parce que la solution anthropologique forte, c'est de changer l'homme, carrément. Donc là, évidemment, c'est un peu plus brutal, et plus compliqué aussi. Donc restons soft, considérons que les humains restent encore comme ils sont pendant un bon moment, et voyons ce qu'on peut faire pour modifier légèrement le comportement. Alors, je ne vais pas les passer en détail, je vais en m'attacher à l'une particulièrement, mais pour le reste, je dis 3 mots. Bon, la taxe carbone, je vais y revenir. L'appel à la prise de conscience par la raison. C'est par exemple la collapsologie, tous les discours qui nous disent que suite à tous les travaux qu'on a, on va dans le mur, ce qui n'est pas totalement faux, mais ce discours-là est censé déclencher des prises de conscience, c'est-à-dire que les gens disent faut arrêter quoi. Bon, pour l'instant, les discours existent, mais les gens n'arrêtent pas. L'appel à la prise de conscience par la morale. Donc, plutôt que de s'appuyer sur la raison scientifique en donnant des exemples de travaux qui prouvent que, on va faire appel à des prises de conscience par des leçons de morale. Alors, l'exemple type, c'est le pape, l'encyclique Laudato Si, qu'il a publié maintenant quelques années, qui est un document super intéressant parce que 3 quarts du document où il fait le bilan de la situation, moi je signe les 2 mains, il fait un constat tout à fait informé et correct des problèmes qui ne vont pas du tout et qui font qu'on va effectivement dans la mauvaise direction. Et puis quand il aborde à la fin les solutions en disant comment il faut faire, en gros il faut aller à l'église le vendredi et il faut prier le dimanche. Donc, clairement, je ne dis pas que c'est pas faut pas le faire, mais en l'occurrence ça n'a pas beaucoup d'effet non plus. Donc on ne peut pas dire que l'appel à la conscience la prise de conscience par la morale, elle soit très efficace. Et puis il y a tout ce qui est l'incitation organisée. Alors les notes, je sais ce qu'on appelle ça des coups de pouce, le fait de donner une petite indication qui incite les gens à. Alors, je donne un exemple dans un autre domaine, pour éviter aux gens de jeter les mégots dans la rue par exemple, je ne sais plus dans quelle ville ils ont fait ça, on a mis 2 poubelles avec une marquée Messi et une autre marquée Ronaldo. Et les dépôts de mégots dans l'une ou dans l'autre, c'était censé donner le favori de ceux qui jetaient leurs mégots. Et donc, ceux qui voulaient voter pour Messi mettaient leurs mégots dans la poubelle Messi et les autres dans la poubelle Ronaldo. Le fait de vouloir voter pour l'un ou pour l'autre, ça les empêchait de jeter leurs mégots par terre. Ça marchait, c'est un truc qui fonctionne, ce genre de. Notre exemple classique, c'est une fausse mouche dans un urinoir. Donc les hommes, ils visent la mouche et non comme ça, ils ne démordent pas à côté. Donc, c'est ce qu'on appelle des coups de pouce. Et donc bon, c'est sympathique, mais là aussi, évidemment, c'est loin de résoudre le problème. Et puis les 1000 petits gestes, c'est tout ce qui... C'est aussi un petit peu des leçons de morale d'une certaine façon, c'est de dire il faut être sérieux, il faut éteindre l'eau du robinet quand on se brosse les dents ou quand on se rase, il faut fermer les lumières quand on ne s'en sert pas dans les pièces, il faut mettre les appareils en veille, etc., etc. Alors, comme on en parle beaucoup et que l'essentiel de l'éducation à l'environnement dans l'école primaire est censé être centré sur ce type de recommandations, juste quand même un mot là-dessus pour dire qu'il y a des études qui ont été faites et qui montrent que si on prend les 20 petits gestes les plus représentatifs et les plus forts, du genre on mange plus du tout de viande, on prend jamais l'avion, on limite des déplacements au minimum, etc., c'est maximum 20% de moins d'émissions. Et c'est très très dur parce que ça veut dire des changements de comportement dans la vie de tous les jours extrêmement forts. Si tout le monde le fait, c'est seulement 20%. Donc là encore, ça ne veut pas dire qu'il faudra faire des petits gestes, mais ça veut dire que ce n'est pas à la hauteur du problème. Donc l'ensemble de ces solutions, clairement, ne fonctionnent pas très très bien. Il y a des solutions technologiques, là j'en dirais quasiment moins. La croissance verte, c'est on garde la croissance, mais on la rend plus verte, moins polluante, etc. Bon, c'est pour l'instant des discours. C'est plutôt du greenwashing que réellement des comportements réels qui entraînent une baisse des émissions. Et puis la géo-ingénierie, c'est vraiment des paris faustiens. C'est de se lancer dans des expériences à une échelle macro dont
envoyer des milliards de tonnes de soufre dans l'atmosphère en espérant que ça va refroidir, ça va empêcher des rayons d'arriver à la surface de la Terre. Chaque fois qu'il y a eu des expériences, des tentatives de tests de ce genre de choses, par exemple, il y a eu des expériences qui ont été faites au niveau de la marée, utiliser la force motrice des vagues pour pouvoir entraîner une baisse des émissions. Ça a été très vite arrêté parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des effets secondaires qui n'avaient pas du tout été prévus, qui étaient encore pires que ce qu'on voulait, contre quoi on essayait de lutter. Donc la géo-ingénierie, c'est pour l'instant pas du tout au stade évidemment industriel, c'est expérimental, et chaque fois que ça a été expérimenté, pour l'instant ça a donné que des catastrophes. Donc il ne faut pas espérer trop dans la géo-ingénierie. Puis il y a les solutions institutionnelles. Alors il y a les COP, les conférences des partis, tous les ans, régulières, etc. Le meilleur indice de l'efficacité des COP, c'est le numéro, on en est à 27. C'est-à-dire qu'il y a eu 27 réunions et les contributions continuent à croître. Donc là encore, clairement, les COP ne permettent pas d'infléchir la trajectoire. Et puis il y a l'idée d'une gouvernance mondiale. Alors, une gouvernance mondiale, c'est aussi très compliqué parce que quand on a la situation du monde aujourd'hui par rapport à il y a ne serait-ce que 20 ans, enfin 30 ans, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'États qu'avant, notamment à cause de la dissolution du bloc de l'Est, et que chaque État est évidemment très soucieux de préserver une certaine souveraineté. Or, une gouvernance mondiale, ça implique forcément des abandons de souveraineté. Et donc c'est encore plus compliqué aujourd'hui, avec beaucoup plus de pays qu'il y a seulement 30 ans, où il y avait des blocs beaucoup plus unis et qui permettaient éventuellement de discuter les uns avec les autres. Aujourd'hui, chaque pays tient absolument à garder sa souveraineté. Le fait d'avoir une gouvernance mondiale, ça veut dire accepter de subir des sanctions si on ne suit pas la bonne direction, d'accepter des contrôles sur ce qu'on est en train d'émettre, sur la façon dont on produit les choses, sur ce qui se passe dans le pays. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Personne ne veut accepter une gouvernance mondiale de quelque ordre que ce soit. Donc bref, l'ensemble de toutes ces solutions-là montre que on continue à avoir des émissions qui croient. Alors, un petit focus sur la taxe carbone, parce que d'abord, c'est la proposition de mon collègue qui a écrit le bouquin qui m'a beaucoup énervé. C'est pas n'importe quel collègue. Il vient d'être nommé pour 1 an prof au Collège de France pour développer sa théorie, d'ailleurs, sa proposition. Il est président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. Il est directeur de l'école d'économie de Toulouse. Et il est conseiller de plein de gouvernements, d'entreprises. Enfin, c'est l'économie sur le sujet. Il a la porte ouverte dans les journaux. Vous pouvez pas, si vous prenez un journal qui traite des questions, il y aura forcément son nom quelque part. Alors, il avait une proposition très simple, il faut une taxe carbone universelle, donc qui s'applique absolument à tout le monde, sans aucune exemption, et cette taxe doit être de 50 € la tonne. Donc c'est quand même super précis. Avec 50 € la tonne, on va régler le problème. Alors, pourquoi 50 ? Alors, parce que 50 €, alors c'est ce que j'ai écrit là, je détaille un peu parce qu'évidemment c'est technique, c'est la valeur actualisée, ça veut dire c'est la valeur aujourd'hui du dommage qu'on subira dans 80 ans. Et donc comment on calcule cette valeur de 50 ? Alors, on calcule à l'envers, on estime d'abord les dommages dans 80 ans. Une tonne de carbone dans 80 ans, ça fera des dommages estimés à 1 200 €. Bon. Je reviendrai sur cette estimation évidemment. Si on prend une somme de 50 aujourd'hui, donc actuellement 50 €, et qu'on calcule les intérêts que cette somme rapporterait à un taux de 0,04, de 4%, bien c'est la formule des intérêts composés, c'est 1 plus 0,04 à la puissance 80, donc dans 80 ans, et ça donne 1200. Donc, puisque les dommages seront de 1200, si aujourd'hui on fait payer 50, ces 50 actualisés, capitalisés pendant 80 ans à un taux d'intérêt de 4%, ça compensera les dommages dans 80 ans. Donc, voilà l'idée. Alors évidemment, pourquoi 1200, pourquoi 80, pourquoi 4%? Alors quelques mots là-dessus. 80, il le dit lui-même, c'est pour fixer les idées. Comme en même temps il dit que ça peut durer des siècles, si on prend 150, évidemment ça change complètement, c'est plus 50, c'est tout à fait autre chose. Donc 80, c'est pourquoi pas, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison profonde, c'est pour, comme il le dit, pour fixer les idées. Pourquoi 1200?
vous imaginez bien qu'évaluer aujourd'hui, dans 80 ans, les dommages d'une tonne de carbone, c'est quand même faire des sacrés paris sur ce que sera le monde dans 80 ans. Ça veut dire des paris sur la technologie dont on disposera, sur les modes de consommation qui seront fournis à l'époque, sur les modes de vie qui seront à l'époque. Bon, et sur l'idée qu'il n'y aura pas eu de transformation majeure, particulièrement irréversible, qui pourrait se traduire dans l'entre-deux. Donc c'est faire un pari sur l'avenir totalement. Alors il y a évidemment des travaux qui ont essayé d'évaluer ce genre de choses, et qui bizarrement tournent autour de 1200. Bon, en gros, la moyenne de ces travaux, ça donne 1200. Donc pourquoi 1200? Parce que ça colle. Et le 1200 est très important parce qu'en fait il repart à l'envers, c'est qu'à partir de là vous trouvez les 50. Et à la fin, c'est pourquoi 4%? Alors pourquoi ça c'est génial. Alors ça s'appuie sur une règle qu'on appelle la règle de Ramsey, qui pour être valable suppose des hypothèses elles-mêmes très fortes, qui sont d'ailleurs pas vérifiées, du genre des marchés d'affaires par exemple, qui fonctionnent sans aucune difficulté. Alors cette règle elle donne R c'est le taux en question qui doit être à 4%, et elle est composée de 3 termes. Alors delta c'est ce qu'on appelle le taux de préférence pour le présent, c'est le fait qui traduit que chez les êtres humains on préfère avoir des choses tout de suite que d'attendre 3 ans avant de les avoir. Alors en même temps ça veut dire que si on a un delta positif, ça veut dire qu'on privilégie la génération présente par rapport à la génération future. Donc c'est une espèce d'égoïsme de la génération présente. Du coup, les économistes en général considèrent que le delta, c'est de façon éthique, d'un point de vue moral, ça devrait être égal à 0. Il n'y a pas de raison de privilégier les générations présentes par rapport aux générations futures. Donc delta, on le fixe à 0. G, c'est le taux de croissance anticipé sur le futur. Et puis donc, je vais dire la citation derrière, mais donc G, actuellement, il est presque à 0, il y a très peu de croissance. Au niveau mondial, c'est 1,1%. Et chez certains pays c'est négatif et d'autres c'est un peu plus, donc bon. G c'est relativement faible, et gamma c'est ce qu'on appelle l'aversion pour l'inégalité, c'est un paramètre purement subjectif qui décrit le fait qu'on est sensible ou pas à la différence de traitement entre des générations à des dates différentes. Et donc c'est un paramètre qui s'estime par des sondages et des choses comme ça, par des questions en disant entre recevoir une somme aujourd'hui de temps ou dans X années de temps, qu'est-ce que vous préféreriez, sachant que vous ne savez pas si vous serez né à cette période-là ou si vous seriez né à la période précédente. Pour mesurer donc, ce qu'on appelle sous un voile d'ignorance, vous ne savez pas dans quelle génération vous naîtrez, et donc est-ce que vous êtes prêt à faire du transfert de richesse d'aujourd'hui à plus tard, sachant que si vous le faites aujourd'hui, évidemment, et que vous naissez aujourd'hui, c'est vous qui allez payer, mais si par contre vous naissez dans la période plus tard et que le transfert n'a pas été fait, vous payez en péril les conséquences à ce moment-là. Donc on essaie d'estimer comme ça ce paramètre. Alors la conclusion de mon cher collègue, je la lis parce que ça c'est écrit dans son bouquin. Alors j'ai mis en rouge tout ce qui est du conditionnel, tout ce qui est peut-être que, c'est évidemment pas des faits. Donc imaginons que nous puissions atteindre un consensus démocratique sous le voile d'ignorance, donc on ne sait pas à quelle période on va naître, et avec un indice d'aversion pour les inégalités de 2, donc le gamma égale à 2. Dans ce cas, ça faudrait encore qu'on soit dans ce cas, donc il faudrait que l'imagination fonctionne, le taux d'actualisation socialement désirable devrait, toujours conditionnel évidemment, être égal à 2 fois le taux de croissance anticipé, donc évidemment il n'y a pas de garantie que ce taux de croissance soit celui qu'on a anticipé, du pouvoir d'achat des ménages, en l'occurrence le G. Donc encore une fois le delta est pris à 0, donc R égale G gamma. Si, soyons prudents, ce taux de croissance est de 2%, comme il le fut sur les 2 derniers siècles, mais évidemment là on voit bien qu'il y a un problème logique, parce que rien ne garantit que ça va continuer comme ça, et en plus il faut bien se dire que si on est aujourd'hui dans la situation où on est, c'est parce que précisément il y a une croissance de 2% pendant 200 ans. C'est le mode de croissance qui a entraîné, enfin c'est une chose que je vais développer un peu par la suite, mais qui a entraîné le fait qu'on ait transformé la nature à ce point. Et donc si on continue comme avant, ça risque peut-être pas de s'arranger, mais enfin faisons cette hypothèse, donc on a 2%, on va continuer ad vitam aeternam à avoir une croissance de 2%, et bien cela suggère, il faut être prudent, de choisir un taux d'actualisation de 4, puisque 2 fois 2 ça fait 4. Alors c'est ce que je conclus dans mon bouquin, je dis la seule chose qui est sûre là-dedans, c'est que 2 fois 2 ça fait 4. Le reste, on est totalement dans l'imagination la plus développée. Et
j'ajoute et encore, si on est un peu mathématicien, si on est un peu beaucoup mathématicien, on sait que dans les corps de caractéristiques différentes de 2, 2 fois 2, ça ne fait pas forcément 4. Et ça, puisqu'on peut imaginer, on peut tout imaginer, peut-être qu'on n'est pas dans un corps de caractéristiques égales. Alors, si je conclue rapidement sur ma première partie, il y a beaucoup de baratin, il n'y a pas d'acte efficace puisque les émissions continuent à croître, donc ça, implicitement, ça amène à se poser la question pourquoi ça bloque, et qu'est-ce que c'est qu'une solution, puisque ce qui est présenté comme étant des solutions, visiblement n'en sont pas, puisqu'on continue à avoir une trajectoire qui n'est pas une trajectoire, une bonne trajectoire. Alors, je propose un diagnostic, alors je le formule de deux façons. Un diagnostic neutre qui ne mange pas de pain, que tout le monde accepte et qu'on retrouve partout, c'est nos modes de consommation et de production. Bon. Moi, je le traduis de façon plus violente, c'est le capitalisme. Ce mode de production, il porte un nom, ça s'appelle le capitalisme, et c'est donc le capitalisme qui est responsable de la situation dans laquelle on est. Et donc, si le diagnostic est fondé, je vais essayer de le développer, il n'y a qu'une seule solution, il faut sortir du capitalisme. Tant qu'on est dans le capitalisme, ça va continuer. Donc si on ne sort pas du capitalisme, il ne faut pas espérer par miracle, on ne voit pas très bien par qui il viendrait, qu'on va baisser les émissions et donc le réchauffement climatique. Alors, pour revenir une dernière fois à mon collègue, je dis c'est la cristallisation chimiquement pure de la position théorique qu'il prend. Alors j'ai expliqué un peu en amont, et c'est pas du tout une attaque contre lui personnellement, encore une fois. C'est vraiment le personnage qui est, comment dire, dont a besoin le système pour justifier le fait qu'il perdure comme il perdure. Il a besoin il donne des arguments qu'un autre donnerait si c'était pas lui, quoi. Le fonctionnement du capitalisme engendre ce type de personnage. Et donc, ce type de personnage, par les solutions qu'il donne, est en fait la personnification du capitalisme de continuer sur la trajectoire qu'il a empruntée. Alors, pour en préciser un petit peu, Christian Gollier, comme tous les économistes qui sont dans cette ligne-là, ils ont un rapport très fort à une théorie pure qui est la théorie de l'équilibre général, et qui est totalement désincarnée, parce que c'est une théorie qui suppose qu'il y a une concurrence parfaite, que les agents ne recherchent que leur propre intérêt, que les marchés sont complets, qu'on anticipe l'avenir parfaitement, etc., et plein d'autres conditions totalement irréalistes qui ne sont jamais vérifiées. Alors, ce faisant, ce que la théorie montre, évidemment, c'est que si ces conditions ne sont pas vérifiées, il y a ce qu'on appelle des défaillances de marché. Les marchés ne fonctionnent pas bien. Et donc, que font ces économistes d'une manière totalement illogique? C'est plutôt que de prendre acte du fait que les marchés ne fonctionnent pas bien, donc il ne faut peut-être pas en rajouter pour pouvoir améliorer les défauts des marchés, eh bien ils rajoutent des marchés. Et donc ils essayent de réparer les défaillances du marché par davantage de marchés, et quand il n'y en a pas, on en crée. Alors, du coup, effectivement, c'est pas du tout le laisser faire. Jean Tirole, un de nos prix Nobel d'économie, on en a 3, mais le deuxième dans la liste, Jean Tirole dit avec raison, il dit moi je ne suis pas du tout partisan du laisser faire. Je suis partisan d'une régulation des marchés, parce que comme ils fonctionnent mal, il faut les bricoler pour qu'ils fonctionnent comme le dit la théorie. Et pour ça, il faut supprimer tout ce qui fait qu'ils fonctionnent mal, c'est-à-dire le fait qu'il y a des agents mieux informés que d'autres, etc., etc. Autrement dit, ça revient à prendre pour norme une situation idéale qui n'existe jamais, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, parce que ce que la théorie est hyper précise, c'est une théorie très mathématisée et d'une très grande beauté. On peut qu'être admiratif dans la construction intellectuelle que représente la théorie de l'équilibre général. Sauf que quand on voit la liste des hypothèses sur lesquelles elle est fondée, aucune de ces hypothèses importantes n'est vérifiée et n'a aucune chance d'être jamais vérifiée. Alors, au nom de cette théorie totalement désincarnée, eh bien, on veut modifier le réel pour se rapprocher de cette théorie qui ne pourra jamais exister. Donc, c'est une attitude totalement illogique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces économistes se demandent mais pourquoi les politiques ne nous écoutent pas?
Pourquoi finalement, alors qu'on a une théorie superbe qui nous dit ce qu'il faut faire et comment le monde serait bien meilleur si les marchés fonctionnaient de façon parfaite et que nous, on veut qu'ils fonctionnent de façon parfaite, on vous donne les moyens théoriques pour qu'ils fonctionnent de façon parfaite et vous ne nous écoutez pas, vous ne voulez pas la mettre, cette taxe carbone universelle pour tout le monde à 50 €, etc. etc. Donc, Gaulier fait un cours en ce moment au Collège de France, il a donné sa première leçon il y a 3 jours, où il explique, alors d'ailleurs, pour lui, la chose est simple, hein. Il faut que les gens acceptent le sang, la sueur et les larmes. Ça va faire mal et il faut accepter que ça nous fasse mal et on tape le porte-monnaie et c'est ça qui va fonctionner. Alors, pourquoi les politiques ne les écoutent pas? Parce que les politiques, ils ne sont pas aussi stupides que les économistes de ce point de vue-là. Ils se rendent bien compte que c'est tellement désincarné comme proposition, que ça repose tellement sur des bases fragiles, que si jamais ils se risquaient à mettre en place ces propositions-là, ce serait l'explosion tout de suite. Et quand ils l'oublient, ils ont les gilets jaunes, ou des bonnets rouges, ou toute autre manifestation des publics qui se disent d'un seul coup, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc les politiques, ils tiennent évidemment à ne pas être trop en décalage avec les attentes de la population, même si c'est pas du mal à le faire, mais pas au point d'être comme les économistes et de se proposer à risquer n'importe quoi. Alors, une petite histoire, il y a 3 personnes qui sont sur une île déserte, il y a un physicien, un chimiste et un économiste, ils sont pour toute victoire, ils ont une boîte de conserve et ils n'ont rien pour l'ouvrir. Alors le physicien dit il n'y a qu'à utiliser les lois de la physique, on prend la boîte, on la jette sur les rochers en dessous de la falaise, elle est très pointue et puis elle va s'ouvrir. Bon, les autres disent ouais c'est malin, ça va un bouffe. Le chimiste il dit il n'y a qu'à utiliser les lois de la chimie, on va mettre un peu d'eau sur le couvercle et puis la corrosion va faire son effet, on pourra l'ouvrir facilement. Et les autres, ouais d'accord, enfin tant que ça se passe, on sera mort de faim. Quoi. Et le chimiste dit mais c'est très simple, supposons qu'il existe un ouvre-boîte. Voilà ce que c'est qu'un économiste. Et voilà ce que c'est qu'un Christian Gaulier, c'est un professeur qui s'imagine qu'il a un ouvre-boîte magique. Et donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner, et les politiques savent très bien qu'il n'y a pas d'ouvre-boîte magique. Alors, j'ai dit que je parlais du capitalisme. Il faut quand même expliquer un peu c'est quoi le capitalisme. Parce qu'il y a énormément d'interprétations diverses sur ce que c'est que le capitalisme. Notamment, le capitalisme, c'est le marché. Non, c'est pas le marché. Le marché, il existait bien avant le capitalisme. Donc, oui, il y a du marché dans le capitalisme, évidemment, mais c'est pas ça qui caractérise le capitalisme. C'est pas non plus un patrimoine. Piketty, dont vous avez sûrement entendu parler, pour lui, le capitalisme, il existe de tout temps, et sous Jésus-Christ, il y avait déjà du capitalisme. Non, il n'y avait pas de capitalisme sous Jésus-Christ. Il y avait du patrimoine, les gens possédaient un certain nombre de biens, etc. Mais c'est pas ça le capitalisme. C'est pas le fait de posséder des biens, quels qu'ils soient. C'est pas un qualificatif. Aujourd'hui, on parle beaucoup de capitalisme avec un qualificatif qu'on y rajoute, financiarisé, de plateforme, de surveillance, autoritaire, etc., etc. On qualifie le capitalisme par un mot, et c'est ça qui est censé donner un sens à l'expression capitalisme, au concept de capitalisme. Non, ça décrit une forme de capitalisme. Bien sûr, le capitalisme évolue, donc il prend des formes différentes, mais sur le fond, il reste toujours basé sur la même caractéristique fondamentale. Et cette caractéristique, c'est quoi? C'est un rapport social particulier. C'est le fait qu'une minorité de gens ont les moyens de production, possèdent des moyens de production, la propriété des grands moyens de production, en excluant tous les autres de cette capacité à utiliser les moyens de production, ils ne peuvent les utiliser, les autres, que s'ils se mettent sous le contrôle de ceux qui les possèdent, qui du coup deviennent les donneurs d'ordre et leur disent quoi fabriquer, comment fabriquer, suivant leurs directives. Le capitalisme, c'est ça. C'est la séparation de la société en 2 catégories. Alors, il y a d'autres catégories derrière, il y a des rentiers, etc. Mais enfin, les 2 grandes catégories fondamentales, c'est les propriétaires des moyens de production, qui sont des capitalistes, et tous ceux qui sont non propriétaires, qui sont engagés par le capitalisme, sous des formes très diverses, dans des statuts très divers, mais qui ne peuvent pas agir directement sur leurs moyens d'existence. Ils sont obligés de s'engager sous les ordres des autres. C'est ça, fondamentalement, le capitalisme. Alors, c'est pas naturel du tout, c'est pas quelque chose qui date de la nuit des temps, ça s'est mis en place dès le XVe siècle, en gros, dans l'Europe d'abord, et de façon très lente, ça s'est vraiment développé de façon beaucoup plus puissante et de façon stabilisée à partir de la fin du XVIIIe siècle. Auparavant,
le capitalisme, c'est vraiment quelque chose de récent. Ça a 200 ans réellement de domination. Avant, c'était des formes secondaires qui commençaient à émerger, mais donc pas du tout. Par exemple, le profit qui se faisait sur les marchés du Moyen-Âge, c'était pas du capitalisme, c'était les commerçants qui achetaient des biens quelque part, qui faisaient un transport et qui les vendaient un peu plus cher sur les places de marché où ils allaient. C'est pas le capitalisme, ça. Le capitalisme, c'est dans la production qui crée de la valeur, c'est pas dans la distribution, c'est pas dans l'échange. L'échange, c'est la nécessité pour lui de réaliser la valeur qui a été produite dans la production, que le rapport social qu'est le capitalisme a créé. Alors, sa logique profonde, c'est l'accumulation sans limite pour pouvoir accroître des profits. Et si on peut tirer bénéfice de quelque chose, eh bien ce quelque chose est immédiatement transformé en marchandise. C'est une forme particulière de bien qui n'existait pas de façon aussi dominante partout. Et aujourd'hui, la marchandise, elle envahit non seulement les biens et les services classiques qu'on a l'habitude depuis maintenant des dizaines d'années, hein. Mais la marchandise, elle envahit aussi les corps humains, elle envahit le cerveau, elle envahit tout. Tout devient marchandise. Les organes, des idées, l'Internet, les logiciels, enfin, tout est marchandise. Et donc le capitalisme, c'est ça. Tout ce qui peut transformer en marchandise, il le fait. Un mot sur l'effet du capitalisme sur le fait qu'il a créé le changement climatique. Andreas Malm, qui est un Suédois ou un Danois, je crois, a écrit un très beau petit bouquin sur l'Anthropocène contre l'histoire, où il explique de façon très très nette que la décision de passer au charbon a été prise par la bourgeoisie anglaise, en l'occurrence la classe dirigeante anglaise, au milieu du XVIIIe siècle, alors qu'ils utilisaient fondamentalement avant évidemment les ressources naturelles comme le vent et l'eau. C'est à partir des moulins et des cours d'eau qu'on utilisait l'énergie pour faire tourner les usines industrielles en Angleterre, et d'abord les usines textiles qui produisaient les tissus, etc., etc. Ça a duré pendant une trentaine d'années au moins. On a découvert le charbon, on ne l'a pas du tout utilisé tout de suite. Et pourquoi on ne l'avait pas utilisé? Parce que c'était plus cher que continuer à utiliser l'eau et le vent. Et pourquoi on est passé au charbon? Pas du tout parce que c'était plus économique, parce qu'au départ c'était plus cher. Parce que le charbon, il avait une grande qualité, c'est qu'il fixait les ouvriers là où il y avait les mines. Et ça permettait de domestiquer la classe ouvrière, de les attacher au lieu de production. Ce que le vent et l'eau ne pouvaient pas faire, puisqu'évidemment, ils étaient beaucoup plus dissus en fonction des caractéristiques géophysiques du territoire. Et pour lesquels donc, on ne pouvait pas avoir des masses de gens qui étaient sous un contrôle. Les premières exploitations de mines de charbon et tout, les ouvriers, ils avaient des villages entiers où il n'y avait que des ouvriers avec des commerces adéquats. Ils étaient sous la dépendance sur l'ensemble de leurs conditions de vie des propriétaires des mines. Et ils obéissaient aux ordres, et évidemment ils n'avaient pas le temps de faire autre chose parce qu'ils travaillaient 15 heures par jour. Ça s'est fait de façon très forte, c'est-à-dire avec intervention de l'État, expulsion des gens des champs, etc., etc. Ça ne s'est pas fait du tout dans la douceur et la joie de vivre. Hein. Il a fallu des décisions très très dures pour arriver petit à petit à imposer ce genre de choses. Et un autre dernier mot là-dessus, quand au début on a inventé le salariat qui faisait qu'on a obligé les gens qui ne pouvaient pas faire autrement que de se faire embaucher à travailler, les premiers ouvriers, ils travaillaient le temps qu'ils avaient besoin pour avoir l'argent qu'ils possédaient avant pour vivre, pour conserver le mode de vie qu'ils avaient avant. Donc s'ils avaient besoin de X shillings par semaine, ils travaillaient 3 jours, parce qu'au bout de 3 jours, ils avaient les X shillings. Mais ça ne plaisait pas du tout au capitalisme. Donc il a fallu, au contraire, les obliger à travailler beaucoup plus, au-delà de leurs besoins. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait par obligation de la loi du temps de travail continu,
et réduction des salaires pour que le temps de travail passé à travailler ne soit pas suffisant pendant les 3 jours. Il a fallu qu'ils travaillent 5 jours, 6 jours ou 7 jours pour pouvoir avoir le niveau de vie qu'ils possédaient avant, parce qu'autrement ils arrêtaient de bosser, parce que ce qui les intéressait, c'était pas l'argent, c'était d'avoir un temps suffisamment libre. Vous savez qu'avant le Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus de jours fériés qu'aujourd'hui. Le temps de travail réel était beaucoup moins important en réalité. Donc ça ne s'est pas fait du tout de façon naturelle, ça s'est fait par la violence, et la violence la plus forte, avec intervention très forte aussi de l'État. Donc le capitalisme, c'est ça s'est mis en place dans la douleur et de façon très brutale. Aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit, les décisions de production, elles ne sont pas le fait de n'importe qui, c'est les propriétaires des moyens de production qui décident quoi produire. Et à partir de là, ils embauchent les gens qu'ils considèrent comme étant nécessaires pour le faire, et ils produisent, même si ça ne sert à rien. Récemment, il y a une société, récemment, je dis il y a 1 mois et demi, qui a levé en une journée 700 millions d'euros pour faire un truc super utile, des vignettes de footballeurs protégées par une blockchain. Donc c'est une ligne de code. La ligne de code, elle vous donne une vignette qui représente un footballeur très connu. Et la personne achète une ligne de code. Et ça coûte, il y en a qui valent des dizaines de millions d'euros. C'est pas, c'est un marché très spéculatif, évidemment. Mais en l'occurrence, ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment un truc complètement lunaire. Et bien, ce genre de truc, ça a bloqué. Alors, le ministre Cédric O, là, un de ceux qui s'occupe de ce genre de truc, du numérique, il s'est vanté qu'en une semaine, en une journée, la France avait levé 1 milliard d'euros. Sur 1 milliard d'euros, il y en a 700 millions qui ont été levés pour faire ça. Peu importe que ça serve ou pas, du moment qu'il y a une espérance de profit, voilà, on va le faire. Et donc, ce type de... Du coup, évidemment, comme c'est pas toujours utile, il faut aider un peu, quoi. Il faut forcément le vendre, sinon on perd de l'argent. Donc pour le vendre, notamment, on utilise la publicité. Et la publicité, c'est pas n'importe quoi, c'est un budget, un chiffre, 8 milliards en 2025, c'est monstrueux, c'est des sommes totalement hallucinantes. Et la première réflexion de député Aurore Berger, après la fin du premier confinement, ça a été de dire le plus important aujourd'hui, c'est d'engager des publicitaires. Parce qu'il faut relancer la machine économique. C'était pas du tout améliorer la situation à l'hôpital, etc. Non, il faut engager des publicitaires pour pouvoir relancer la consommation. Quoi que soit la consommation, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'engendrer ces comportements. Alors, il y a un cercle vicieux, évidemment, parce qu'on décide des productions sans savoir du tout si ça va être utile à qui que ce soit, et puis après, on utilise tous les moyens possibles pour essayer que ces productions soient vendues, parce que si on ne les vend pas, évidemment, il n'y a aucun profit potentiel. Et donc on essaie de persuader le consommateur que ces productions lui sont fondamentales pour pouvoir avoir une vie normale, qui soit accessible, qui soit désirable pour la plupart. Alors c'est clair que c'est même pas la peine d'essayer de modifier cette situation si ceux qui continuent à avoir le contrôle sur ce qui se produit et la façon dont on le produit, continuent à avoir ce contrôle. Si on ne fait pas ça, on a Volkswagen, superbe exemple de gâchis intellectuel qui engage des ingénieurs hyper qualifiés pour faire du trucage de leur moteur. Où on a Pfizer qui dit qu'il vaut mieux vacciner les enfants de 3 ans que des centaines de millions d'Africains qui ne sont pas solvables. Parce que ce n'est pas la santé du peuple qui compte, c'est le profit qu'on va tirer des vaccins qu'on a produits. Donc, tant qu'on est dans cette logique-là, tant qu'on ne touche pas à la propriété des moyens de production et qu'on leur laisse le contrôle à une minorité de gens qui ne sont évidemment, clairement, dont l'objectif, c'est pas du tout le bien-être général de la population, mais les profits privés qui s'en tirent, il ne faut pas espérer que la situation s'arrangera. Alors ce qui est important, c'est pas le niveau du PIB, c'est-à-dire la croissance. Parler de croissance, ça n'a aucun sens. C'est pas plus la décroissance d'ailleurs. Ce qui est important, c'est le contenu de ce qu'on produit. À quoi ça sert? Est-ce que c'est la valeur d'échange, combien ça coûte, ou à quoi ça sert? Ce qui est important, c'est à quoi ça sert. Et ce contenu, il est nécessairement, si on veut qu'il soit contrôlé socialement, il ne peut pas être sous la coupe de quelques individus qui sont très peu nombreux. Au total,
sur 7 milliards et demi d'habitants, on est même un peu plus de 7 milliards et demi d'habitants maintenant, c'est une toute petite minorité ridicule qui ont ce pouvoir absolument exceptionnel. Sans compter qu'ils le font évidemment sans prendre aucun aucune attention aux dégâts induits par les décisions qu'ils peuvent prendre sur la nature, mais aussi sur les êtres humains, parce qu'il n'y a pas que la nature qui est saccagée. J'en dirai un mot plus tard sur les êtres humains. Alors, ça n'empêche évidemment qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est pas du tout le capitalisme, et la preuve d'ailleurs, une preuve évidente, c'est l'Union soviétique ou la Chine qui ne sont pas capitalistes et qui ont fait la preuve, l'Union soviétique en particulier, une catastrophe au niveau écologique. Ils ont asséché des lacs, ils ont détruit des quantités phénoménales de nature. Donc clairement, ça ne va pas du tout. Par le capitalisme, vous délirez. La Chine, c'est le plus gros émetteur aujourd'hui de gaz à effet de serre, c'est pas capitaliste. Alors pas du tout. L'URSS et la Chine sont des pays capitalistes. Sauf que, évidemment, c'est une forme de capitalisme qui est différente du capitalisme occidental. Mais le rapport social, si vous vous rappelez ce que je dis sur ce qu'est le capitalisme, c'est-à-dire le fait qu'une minorité contrôle des moyens de production globalement, eh bien c'est la même chose en URSS, c'était la même chose en URSS en Chine. Il y avait une nomenclature en URSS, il y a une nomenclature en Chine, de toute petite par rapport à l'immense majorité du monde. Alors évidemment, formellement, quand vous lisez les textes de droit, le peuple est propriétaire. Sauf qu'en réalité, le peuple était propriétaire de rien du tout. C'est pas eux qui décidaient de quoi produire, comment produire. Ils ne pouvaient que obéir. Donc le rapport social, fondamentalement, il était le même. Les formes sous lesquelles il apparaissait, évidemment, paraissaient différentes. Mais ça n'empêche pas que c'était exactement le même rapport social. Alors, le fait que les formes soient différentes, ça engendre des problèmes différents et des contradictions différentes et une évolution historique différente, évidemment. Mais on peut dire que la forme de capitalisme en URSS a raté. Mais pas que le socialisme ou le communisme a raté. Il n'y avait jamais eu de socialisme ou de communisme en URSS et il n'y en a pas plus aujourd'hui en Chine. C'est des formes différentes de capitalisme. Et c'est pas du tout le dédouanement du capitalisme, ces exemples-là. Bien au contraire. Alors, ceci étant, évidemment, il faut aussi ne pas nier qu'il y a des obstacles à la sortie, et les obstacles à la sortie, ils sont basés fondamentalement sur des acquis. Le capitalisme a fait un certain nombre de choses dont on ne peut que reconnaître que ça s'est passé. Il y a une augmentation évidente de l'espérance de vie, il y a un recul de la pauvreté au niveau mondial, même s'il y a encore pas mal de monde, de pauvres, enfin, il y a un recul, une amélioration de la santé, il y a une élévation de l'alphabétisation tout à fait importante. Donc, il y a évidemment aussi l'accès à des biens et des services qui étaient inimaginables et qui sont disponibles maintenant à une grande partie des gens sur Terre, même s'il y a encore des gens qui sont exclus, bien sûr. Mais globalement, quand on voit la situation aujourd'hui par rapport à il y a 100 ans, il y a des pauvres, ce qu'on appelle des gens qui sont dans les classes vraiment pas du tout supérieures aujourd'hui, qui vivent mieux que des ingénieurs ou des nobles il y a 100 ans. En tout cas, qui vivent mieux au niveau du niveau de revenu qu'ils ont, des biens auxquels ils ont accès, des loisirs auxquels qu'ils peuvent avoir, etc., etc. Donc il y a effectivement des acquis. Donc une évolution lente, mais réelle, et donc on peut espérer que ça va continuer. D'ailleurs, le discours qu'on tient autour de ça, c'est de dire, mais prenons patience, il y a une évolution des peuples, des civilisations qui va dans le mieux, parce que la pauvreté recule, l'éducation augmente, etc., etc. Et le capitalisme est fondamentalement innovateur, et c'est évidemment, il a créé des innovations dans les modes de production, dans les outils qu'il a développés, dans les services qu'il a mis en œuvre, etc., etc. Donc c'est pas bien. Marx le reconnaissait, a toujours dit dès le départ, le capitalisme est un formidable transformateur, et c'était sa mission, pour lui, sa mission historique. Le capitalisme avait pour fonction de développer précisément la capacité des hommes et des femmes, mais surtout des hommes, à agir sur l'évolution des moyens de production et la façon dont ils pouvaient permettre d'avoir des vies meilleures par rapport aux vies initiales. Et de ce point de vue-là, le capitalisme, il a des acquis quand on le regarde sous cet angle-là. En même temps, il faut bien reconnaître qu'il y a aussi des inégalités absolument colossales, d'autant plus aujourd'hui.
je donne quelques données, 800 millions de sous-alimentés, puis en même temps, il y a 1,4 milliard de gens en surpoids, 650 millions d'obèses. Il y a clairement un problème de rééquilibrage qui devrait, dans une société un peu raisonnable, être fait. À quoi ça sert d'avoir des gens qui sont en surpoids et avec tous les problèmes de santé que ça peut poser, et puis en même temps de laisser crever de faim des millions de personnes à côté. Donc ce ne serait pas difficile d'imaginer des transferts qui permettraient que plus personne ne soit ni obèse, ni ne crève de faim. Et puis, est-ce que finalement cet avenir meilleur qui dit qu'on est sur une pente ascendante et que ça va être mieux, encore mieux demain, est si certain que ça, quand on voit aujourd'hui les questions précisément environnementales, on s'aperçoit qu'on est tout à fait possible, enfin le dernier rapport du GIEC insiste encore plus là-dessus, de passer des seuils d'irréversibilité qui fassent qu'on ne puisse plus dans certains domaines revenir en arrière, notamment sur la déforestation, avec la biodiversité, et puis le changement climatique aussi, bien évidemment. Donc, la croissance anticipée qui permettrait de régler le problème, parce que ça va forcément aller dans le sens où ça a été pendant 200 ans, où on a une croissance qui a augmenté, avec des services et des biens de plus en plus nombreux, c'est pas du tout sûr que ça puisse continuer, parce qu'on est en train de saper les bases matérielles sur lesquelles ça s'était construit. Donc du coup, c'est pas si évident que les acquis continuent à être préservés aussi facilement que le discours, certains discours voudraient le dire. Alors, le capitalisme, il est en fait, fondamentalement, il est en crise. Et il est en crise de façon très simple. Il y a des masses de capitaux qui n'arrivent plus à trouver des taux de rendement comme ils voudraient avoir. Encore une fois, l'objectif fondamental du capitalisme, c'est l'accumulation pour avoir des profits supplémentaires. Ces profits, ça veut dire qu'il faut avoir plus avec la somme qu'on a investie que la somme qu'on a investie. Donc il faut que la somme qu'on investit augmente à chaque fois. Donc il faut une rentabilité des investissements. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de masses de capitaux énormes dans le monde entier qui n'arrivent plus à se rentabiliser. Alors comment on sort, et ils ne peuvent plus fondamentalement parce que les gains de productivité qui ont été liés au pouvoir d'innovation du capitalisme pendant les 200 premières années de son règne sont de plus en plus réduits. Les gains de productivité sont stagnants ou en décroissance depuis maintenant au moins 30 ans. Et donc du coup, ça ne permet pas puisqu'on n'arrive plus à produire suffisamment de valeur par rapport à celle qu'on a engagée, le rendement évidemment il baisse. Comment sortir de cette situation ? Il y a deux grandes solutions qui sont exploitées aujourd'hui fortement. Il faut s'étendre là où on ne s'est déjà pas étendu. Il y a un seul territoire dans le monde où ce n'est pas encore le cas, le capitalisme n'est pas complètement développé comme il est partout ailleurs, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, évidemment, est aujourd'hui l'un des enjeux géopolitiques les plus importants. Tous les grands pays mettent leurs pieds en Afrique et essayent de gratouiller et mettre leur empreinte pour pouvoir justement rentabiliser leurs propres capitaux. Et puis il y a des extensions sectorielles, donc on prend des secteurs où il n'y avait pas de capitalisme, très peu, et on essaie de les transformer de façon capitalistique. Alors il y a trois grands secteurs principaux, j'en ai mis quatre, les loisirs, l'éducation, le vivant et les données. Les données personnelles qui sont un gisement aujourd'hui extraordinaire, et c'est dans ce secteur-là que les grandes firmes, les GAFA, Apple et compagnie font le maximum de profit et se développent de façon extraordinaire. Donc, c'est pas un hasard d'ailleurs, pour dire un mot sur les loisirs et l'Afrique, c'est pas un hasard si c'est maintenant en Afrique que de plus en plus de grands événements sportifs se passent. Coupe du monde de foot bientôt, il y a eu la championnat du monde d'athlétisme il y a 2-3 ans, le Maroc est candidat pour les Jeux Olympiques en 2028, ça cumule deux choses, ça cumule les loisirs et le développement du territoire à travers les investissements qu'on y fait, les infrastructures qu'on va y construire, etc. Donc là, il y a une conjonction sur les deux types d'extensions que le capitalisme met en place pour pouvoir rentabiliser ses capitaux. Et puis il y a un dernier truc, c'est tout nouveau, c'est le virtuel. C'est-à-dire là, puisque la Terre n'est pas suffisamment grande, au niveau physique, on a atteint la limite, et au niveau de ce qu'on peut faire dans les secteurs où le capitalisme n'est pas encore développé, on est en train de le faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On le fait dans l'imagination, on le fait dans le virtuel. Deux exemples, les tokens, c'est justement ces vignettes, c'est les panini, mais les panini avec des numéros de code, et donc qui se vendent, je vous ai dit, certains, des dizaines de millions d'euros. Et
encore meilleur que ça, le métavers, une invention de Facebook, hein, c'est une vie parallèle dans laquelle on achète une maison, un terrain, une voiture, etc., qui n'existe pas. Hein. On est dans le virtuel total. L'appartement qui a été vendu le plus cher aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez, vous avez des bourses dans lesquelles on regarde les échanges qui se font, etc. C'est 2,3 millions de dollars. Un mec a acheté un appartement qui n'existe pas, 2,3 millions de dollars, mais il est situé à côté de celui d'une vedette, parce qu'il y a beaucoup de vedettes qui ont investi dans le métavers. Voilà. Et donc on est dans un univers totalement inexistant dans lequel on dépense des sommes qui commencent à être tout à fait importantes. Donc là, ben voilà, puisque le monde physique n'est pas suffisant, on va dans un monde qui n'existe pas, mais dans lequel on peut quand même dépenser de l'argent. À côté de ça, il y a tout un tas de phénomènes qui touchent cette fois-ci les hommes, et pas seulement, enfin, et les femmes, et pas seulement du tout l'environnement, la nature. Hein. Il y a des hommes inutiles, au moins 1 milliard. C'est-à-dire des gens qui ne servent plus à rien, qui sont exclus de tout processus de vie commune, etc., qui ne peuvent et même pour eux-mêmes, qui ne se servent plus à eux-mêmes, qui ne dépendent que de l'aide qu'on peut leur apporter, soit leur famille dans les pays les plus pauvres, soit la collectivité quand il y a un système un peu d'assurance sociale quelque peu dans les pays développés. Donc ces hommes inutiles, ils sont en croissance continue. Il y a le retour du tâcheronnage. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui travaillent, par exemple, ce qu'on appelle les travailleurs du clic, qui sont dans des fermes de clic. Alors, beaucoup en Asie, Madagascar, mais il y en a aussi en Europe, hein, rassurez-vous, dont le boulot est d'appuyer avec leurs doigts. Donc leur seul outil de travail, c'est leurs doigts, d'ailleurs, qui posent des problèmes médicaux, parce qu'au bout d'un moment, ils ont des problèmes, pour mettre des likes sur des sites internet ou sur ce qui apparaît sur internet, pour pouvoir que les annonces, elles passent en avant par rapport à une autre, etc. Et ils sont payés 0,01 centime le clic. Et au bout d'une journée, ils passent 12 heures par jour à taper du clic, et à la fin, ils ont gagné 10 euros. Et ces gens-là, ils se comptent en millions. Hein. C'est pas 3 personnes par-ci par-là. Donc voilà, des nouveaux travailleurs, les bullshit jobs, les boulots de merde, il y en a plein comme ça. Il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus qui sont très intéressants. La souffrance au travail, France Télécom, les burn-out qui se multiplient, etc., etc. Donc il n'y a pas que la nature qui est tout à fait qui subit les conséquences du mode de production dans lequel on est. Mais en même temps, évidemment, il y a les bases matérielles. Le capitalisme, il crée des bases matérielles. Il y a de plus en plus de biens, de machines, d'inventions qui existent, mais qui sont totalement dévoyées, qui ne sont pas utilisées au service de la collectivité, qui sont utilisées au service du profit de quelques personnes. Alors, comment on sort du capitalisme ? Évidemment, c'est pas simple, il ne suffit pas de le dire. On ne sort pas du capitalisme comme on sort d'une pièce. Hein. C'est un processus de long terme et qui a déjà engagé. La crise actuelle qu'on vit dans tous les domaines, c'est un signe, précisément, c'est une façon de sortir. Pour l'instant, on sort dans le mauvais sens. Mais ça prouve que le capitalisme a de plus en plus de mal à fonctionner comme il a fonctionné pendant 200 ans. Et donc il va bien falloir, à un moment donné, ça ne va pas pouvoir durer indéfiniment, évidemment. Mais ça peut se terminer très très mal, ça peut se terminer plutôt bien, ça peut se terminer en fait très très mal. Bon, pour l'instant, en tout cas, la crise du capitalisme, c'est une forme de la sortie. Malheureusement, c'est pas la meilleure, bien évidemment. Alors, là c'est un peu long, mais donc je ne vais pas le lire, hein, mais c'est un philosophe qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Baisse ton prochain ». Le titre est vulgaire, mais le bouquin est très bien. Dans lequel il fait la liste de l'ensemble des comportements que les capitalistes utilisent pour essayer de gagner encore un petit peu plus par rapport à leurs concurrents. Alors je ne vous dis pas tout, hein, mais entente et cartel, abus de position dominante, dumping et vente forcée, bon, etc. Marché truqué, enfin il y a une liste incroyable qui prouve que c'est pas une question de personnalité, c'est pas des individus qui sont mauvais, c'est un système qui est basé sur il faut faire la concurrence à son prochain par tous les moyens parce que l'objectif c'est le profit. Et pour ça, tout est permis. Et là, c'est pas une dérive psychologique qui fait qu'il y a des méchants patrons. Les patrons sont ni bons ni méchants.
Ils sont patrons, et ça suffit à ce qu'ils agissent comme ils le font. C'est pas du tout lié à une nature qu'ils auraient particulière qui en ferait des patrons. Ces patrons-là n'existaient pas il y a 500 ans. Tout à fait différent. Alors, par rapport à ça, on dit, ouais, donc bien sûr, ok, le capitalisme, allez, vous m'avez à moitié convaincu, c'est pas bien, etc. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Alors, il y a la consommation, il y a le productivisme, j'ai parlé de l'URSS, puis il y a la nature humaine, sauf que la nature humaine, on est comme ça. Les inégalités, finalement, c'est le résultat des comportements humains et de leur compréhension profonde. Les gens se naissent comme ça, inégaux, avec des capacités différentes. Donc voilà, il y en a qui réussissent mieux que d'autres et ils en profitent peut-être, mais après tout, ils ont des capacités que les autres n'ont pas. Donc finalement, on peut l'expliquer. Alors, en fait, ce que je dis là, la plupart de ces objections, elles reposent implicitement sur l'idée que la consommation et la production, ça ne peut se penser que sous les formes où ça existe aujourd'hui. On n'a pas l'idée de ce qu'est le monde avant le capitalisme. Donc, sous le Moyen-Âge, ce n'était pas l'âge d'or, mais le Moyen-Âge était basé sur des formes totalement différentes. Les gens avaient intégré des places qui pensaient être de droit divin, les nobles étaient nobles parce que Dieu l'avait voulu, et puis ils étaient serfs, mais ils n'avaient pas été nés comme ça, et puis il y avait des jacqueries de temps en temps, etc. Mais globalement, c'était un ordre qui venait de l'extérieur, imposé essentiellement par une idée religieuse quelconque, qui faisait que chacun avait sa place et que globalement on ne mettait pas les choses en place. Alors évidemment, sur le long terme, on est sorti du Moyen-Âge, ça s'est remis progressivement en place, et le capitalisme est dans la même logique. Ne donne pas les mêmes raisons qui font qu'il y a des dominants et des dominés, mais en l'occurrence, évidemment, ils reposent sur le même type de principe. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans une compréhension de ce que c'est qu'une consommation normale et de la façon dont on produit de façon normale, qu'on est, pour une grande majorité, on n'est pas capable d'imaginer autrement. Et ce à quoi on aspire, c'est pas à changer de système, c'est à gravir une petite échelle dans le mode de consommation ceux qui consomment le mieux, enfin, dont on perçoit que la situation est meilleure que la nôtre. Donc du coup, c'est pas une question de changement, on n'a pas l'idée de changer dans ces cas-là, on a juste l'idée d'être un petit peu mieux sur un modèle qui par nature est vicié dès le départ. Or c'est le modèle qu'il faut changer évidemment, c'est le mode d'organisation de la société. C'est pas imiter la consommation qui forcément est aujourd'hui dans un système de destruction quasi automatique si on continue à aller dans ce sens-là. Alors, du coup, on ne veut pas sortir du capitalisme, évidemment, dans son logique comme ça. On veut juste essayer d'améliorer un peu sa situation. C'est pareil pour donc la consommation, on veut juste un peu plus de revenus pour pouvoir aller plus en vacances, se déplacer un peu mieux, acheter une plus grosse voiture, etc. etc. Je donne une citation de Marx, 1844, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il disait que la dépréciation du monde des hommes augmente en raison directe de la mise en valeur du monde des choses. Et à son époque, la mise en valeur du monde des choses était bien moins entamée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis, tout est en marchandise. Donc la mise en valeur, elle atteint tous les domaines de la vie humaine, systématiquement. Avec la mondialisation et avec la création des nouveaux marchés que j'ai listés un petit peu tout à l'heure. Donc on est dans une dépréciation du monde des hommes qui n'a jamais été ce qu'elle était dans les siècles précédents. Alors ça pose la question du travail. Pourquoi on travaille? C'est quoi le travail? Le travail, il y a deux choses. Le travail, c'est pas comme le discours dominant dont on fait aujourd'hui, qui a une valeur particulière, qui serait que si on ne travaille pas, on est un produit de la société. Le travail, c'est d'abord un travail obligatoire lié à la subsistance. Il faut transformer des biens pour pouvoir les consommer, pour pouvoir se déplacer, s'habiller, se loger, etc., etc. Donc transformer la nature nécessairement en faisant ça, parce qu'on ne trouve pas des maisons toutes faites, il faut les fabriquer, etc., etc. Et donc là, il y a un travail de base qui est lié à des subsistances. Donc pour des besoins qui sont des besoins vitaux. Si on ne mange pas, si on n'a pas un toit au-dessus de la tête, etc., on survit, on ne vit pas. Donc il faut répondre à ces besoins fondamentaux, qui sont des nécessités objectives de développement, ce n'est pas des désirs qu'on a.
si on ne boit pas de la flotte tous les jours, on crève. Si on ne mange pas à sa faim, on dépérit, etc. etc. Donc ça, ces besoins, il faut évidemment y répondre. Est-ce que le travail qui est utilisé aujourd'hui sous forme d'occupation de la grande majorité des gens, ça répond à ça? Évidemment non. Les 3/4 des travaux qui se font sont inutiles. Quand on travaille à produire des tokens, des lignes de code informatiques, alors que ça demande une formation initiale qui n'est pas nulle, hein. Pour devenir un ingénieur capable de créer ces machins-là, il a fallu qu'il fasse des écoles pendant pas mal de temps. C'est une intelligence qui est dévoyée à faire des choses totalement inutiles, qu'on pourrait utiliser à inventer des produits qui sont complètement, qui permettent de polluer moins, de se transporter à moindre coût, d'utiliser moins de ressources, etc., etc. Donc il y a une façon d'utiliser le travail qui est totalement dévoyée aujourd'hui et qui est un gâchis monstrueux. Alors du coup, le travail, il faudrait le concevoir à une part du travail contraint qui est très faible. Il n'y a pas besoin de travailler 7 heures, enfin 39 heures ou 35 heures par semaine. Aujourd'hui, 35 heures, en fait c'est 39,2 la moyenne en France, mais 35 heures par semaine, sauf que d'ailleurs sur ceux qui travaillent 35 heures par semaine, il y en a tout un tas d'autres, autour de 6 millions qui ne travaillent pas du tout. Mais donc une répartition même du travail contraint qui est complètement nulle, mais en plus, ce travail contraint, pour la plupart du temps, il est totalement inutile. Les vrais travaux utiles, on l'a bien vu pendant le confinement, hein, les vrais travaux utiles, c'est pas les publicitaires ou les traders, c'est des infirmières qui sont en nombre insuffisant, c'est des enseignants qui sont en nombre insuffisant, c'est des juges qui sont en nombre insuffisant, etc., etc. C'est des éboueurs, c'est des métiers qui alimentent une chaîne logistique qu'il faut évidemment maintenir en état, mais qu'on pourrait réduire aussi, parce que c'est pas la peine de faire une chaîne logistique qui fait tout le bout du monde pour ramener des yaourts d'un endroit à un autre. Donc il y a une reconfiguration totale des travaux à faire, utiles pour l'ensemble de la société, et qui donnerait un temps libre formidable à tous ceux qui pourraient évidemment, à partir de là, faire des choses utiles comme faire de la musique, du théâtre, sculpter, discuter avec les voisins. Et là aussi, la crise sanitaire a bien montré que quand les gens étaient réduits à rester chez eux, ils manquaient totalement de liens sociaux et ils dépérissaient rapidement. Donc on a besoin d'abord de ça. Et les liens qu'on peut tisser dans la société, dans des activités enrichissantes et qui cherchent à émanciper les individus, c'est pas dans le travail contraint qu'on les obtient en général. C'est au contraire dans tous les autres liens sociaux qui se font dans toutes les autres activités, par exemple en faisant une université populaire, hein, ou d'autres manifestations de ce genre-là. Donc, de ce point de vue-là, la dernière phrase ici, les élites au pouvoir ne s'y trompent pas. Hein. Qu'est-ce qu'elles mettent en avant? Augmentation de la durée du travail sur le temps de vie, on recule la retraite, on fait travailler le dimanche, etc. etc. Des trucs, alors même qu'il y a un chômage très important dans énormément de pays, que des seniors sont licenciés à 50 ans et ne retrouvent pas d'emploi, que les jeunes rentrent au travail à 30 ans plutôt qu'à 20 ans pour une grande partie, eh bien, ça c'est pas un problème, mais il faut que ceux qui ont déjà un travail travaillent encore plus. On marche sur la tête. C'est clair qu'une société qui fonctionne comme ça ne pourra pas fonctionner très très longtemps. Alors, il faut changer tout ça. Il faut qu'il y ait des formes nouvelles qui apparaissent dans la production, dans les rapports de production, dans le temps qui est consacré à la production, une organisation sociale complètement nouvelle. Alors, laquelle vous pensez bien que je n'ai pas la solution. Hein. Je fais confiance à l'inventivité des gens. Alors, pour donner quand même un peu d'espoir, j'ai un exemple que je trouve quand même particulièrement éclairant. La Commune de Paris, en 44 jours, dans une situation sans aucune élite, parce que les gens étaient à Versailles, il n'y avait que des ouvriers, des employés, etc. Ils ont mis en œuvre des réformes, dont certaines sont encore à mettre. Alors, disparition de la peine de mort, par exemple, tout de suite. Hein, la peine de mort, elle a finalement été votée en France plus d'un siècle après. Égalité homme-femme dans le salaire, c'est toujours pas fait. Les marchés soumis à des contraintes rigides, donc un encadrement strict pour éviter les débordements, etc. etc. Accès gratuit à l'éducation, etc. En 44 jours, ils ont créé des réformes avec une adversité inimaginable
qui évidemment a été immédiatement réprimé parce qu'ils ouvraient une voie que les possédants ne voulaient surtout pas emprunter, mais en l'occurrence, ça prouve le degré d'inventivité et de capacité d'initiative de gens qui décident de prendre leur destin en main. Je pense que ça, si ça se généralisait à un niveau beaucoup plus important que la Commune de Paris, ça ne pourrait qu'engendrer des situations bien meilleures que celles qu'on vit aujourd'hui. Donc ça, moi, c'est une chose qui me rend optimiste, hein, ce genre de choses. Alors, c'est quoi lutter contre le capitalisme? Encore une fois, c'est lutter contre la modification du rapport social. C'est-à-dire, c'est lutter grosso modo contre la propriété privée des moyens de production. C'est pas du tout lutter contre les riches. Les riches sont on est riche que du statut qu'on a, qui n'est pas lié, c'est pas les riches qui créent le problème. Le rapport social, c'est pas les riches. Les riches sont riches à cause du rapport social. Donc c'est pas en supprimant les riches, si on ne supprime pas le rapport social, il y aura d'autres riches. Donc on ne règle pas du tout le problème en supprimant les riches ou en leur prenant leur argent. On peut le faire, ça modifiera un petit peu les choses un petit moment, mais on n'aura pas changé le rapport social. Donc si on ne change pas le rapport social, il y aura des nouveaux riches qui recréeront les inégalités et on recommencera à saccager la nature. Donc clairement, ce n'est pas la solution. C'est pas en ayant un discours... Par contre, évidemment, il faut que les inégalités décroissent, hein, mais pas en supprimant les riches. Encore une fois, les riches ne sont que le résultat. Ils ne sont pas la cause. Je donne un exemple du type pas de transformation, mais de direction dans laquelle on peut aller de façon quand même... c'est pas des trucs hors de portée. Hein. L'exemple de l'agriculture. 70 à 75% de l'alimentation est produit par l'agriculture paysanne. Et pour ça, il utilise un quart des terres cultivées. L'agriculture industrielle, c'est les 3/4 des terres cultivées. Et sur ces 3/4 des terres, il y a 6 ou 7% qui va à l'alimentation humaine. Le reste, c'est agrocarburants, la nourriture pour les animaux, et puis les gâchis, 23% qui sont perdus, soit parce qu'il y a dans les pays développés, il y a un gâchis de nourriture, les gens achètent trop de choses et en jettent une grande partie, mettent à la poubelle une grande partie parce que c'est plus consommable. Et puis dans les pays en développement, il n'y a pas les moyens de stockage et donc les produits sont gâchés parce qu'ils pourrissent dans des silos qui ne sont pas bien conçus. Si on allouait seulement 50% des terres à l'agriculture paysanne, on doublerait la production d'alimentation mondiale. Donc c'est pas du tout hors de portée, c'est pas dans un domaine. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'encore une fois, il y a un rapport social qui interdit ça. La responsable au niveau agricole, au niveau de l'Europe, c'est la présidente de la Confédération paysanne en France, Christine Lambert, qui est vent debout contre toute réforme qui ferait qu'on diminuerait des subventions ou qu'on mettrait des clauses de conditionnalité pendant des subventions qui pour l'instant sont touchées par les grands fabricants, les grandes industries agricoles. Donc le maintien de ce rapport social évidemment est fondamental pour elle. Donc du coup, si on ne change pas ça à la base, Christine Lambert continue, sa représentante, sa successrice continuera à faire exactement le même travail. Alors, je termine là-dessus, parce que ça me paraît aussi important. On parle beaucoup de responsabilité individuelle. Il faut se bouger, chacun est responsable. Et il y a un discours global que mon camarade Gaulier utilise beaucoup, c'est le nous. Nous sommes responsables de, nous devons changer, etc. Qui est un nous englobant qui met tout le monde sur le même sac. Vous êtes un chômeur en point de droit, vous vous appelez Bernard Arnault, on est tous responsables, et donc on refuse de changer. Gaulier le dit dans sa leçon inaugurale au Collège de France, nous appuyons toujours sur le bouton réchauffement, comme si tout le monde était responsable de la même quantité de gaz qu'on émettait dans l'atmosphère. C'est l'idée d'une certaine conception de ce qu'on appelle la nature humaine. C'est quoi la nature humaine? C'est interne à chaque individu qui naît avec des capacités particulières et qui exprime son moi à travers ses comportements sociaux. C'est totalement une vision totalement erronée de l'homme. L'homme n'existe pas sans les autres. Ce que je dis, la nature humaine, c'est comme l'enfer pour ça, c'est les autres. S'il n'y a pas les autres, il n'y a pas de nature humaine. On ne devient humain que parce qu'on est dans une société où il y a déjà des humains. Et pour devenir humain dans la société, ça ne suffit pas
d'avoir les liens avec les humains, il faut s'approprier tout ce que les humains ont créé au fur et à mesure de leur évolution. Il faut apprendre un langage, il faut utiliser les outils qui existent à l'époque où on est, il faut s'approprier les savoirs qui sont disponibles, les normes sociales, etc., etc. Si on ne fait pas ça, on ne devient pas un être humain complet. On est limité. Or, dans le capitalisme, on n'est pas au départ, de par le statut qu'on a à la naissance du fait de nos positions sociales, il y en a qui sont plus limités que d'autres, et même beaucoup plus limités que d'autres. Et donc, ils seront forcément des humains qui seront considérés comme moins bons, moins doués, moins compétents, etc. Donc, du coup, forcément, on dira, bah, c'est normal, il est un peu con, il est né comme ça, il ne peut pas faire autrement. En réalité, pas du tout. Il est devenu comme ça parce qu'il est né dans un système totalement inégalitaire qui crée des individus dont il a besoin pour perdurer. Et un exemple de cette situation claire, c'est les enfants sauvages. Les enfants sauvages sont des enfants qui sont nés adoptés par un loup, par un animal quelconque. Quand ils reviennent au bout de quelques années dans la civilisation, ils ne deviennent jamais des hommes. Ils sont incapables, des hommes et des femmes, souvent des garçons d'ailleurs, peut-être sont plus résistants, je crois. À chaque fois, on ne peut pas les transformer en humains. Ils n'apprennent pas le langage, ils développent quelques capacités, on peut les dresser dans certaines situations, d'abord ils meurent en général beaucoup plus tôt, ils atteignent rarement en plus de 30 ans. Et donc, les enfants sauvages, parce qu'ils n'ont pas été élevés au milieu des autres êtres humains, ne deviennent jamais des êtres humains. Pourtant, ils ont un cerveau, ils ont exactement toutes les caractéristiques physiologiques qu'ont les autres êtres humains, mais ça n'en devient jamais. C'est bien qu'il n'y a pas d'inné au départ qui font qu'on soit une graine qui fait qu'on est particulier par rapport aux autres, qu'on a une personnalité, un caractère, etc. Pas du tout. On a le caractère qui s'est créé au fur et à mesure du développement de nos personnalités dans les milieux qu'on a fréquentés, dans les gens qu'on a rencontrés, dans les travaux qu'on a faits, etc., etc. L'homme est en réalité, c'est la sixième thèse de Feuerbach de Marx, l'ensemble des rapports sociaux dans lesquels il vit. Si on sort de l'homme de ces rapports sociaux, c'est une autre personnalité qui apparaît. Alors, du coup, un exemple de ça, c'est l'évolution précisément des personnalités d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Pourquoi il y a montée de l'individualisme? C'est pas que les gens ils sont plus individualistes qu'avant. C'est une forme particulière du rapport aux autres qui se développe dans le capitalisme et qui arrange bien le capitalisme. Transformer les gens en auto-entrepreneurs, les rendre responsables de leur propre situation en disant c'est vous, et si vous n'avez pas les capacités, c'est que vous n'êtes pas capable tout simplement. Si vous êtes devenu un simple grouillot, c'est que vous n'avez pas les capacités. Et quand on vous serine ce discours et qu'on vous met dans un statut social dont il est très difficile de sortir, bah vous vous persuadez au bout d'un moment qu'évidemment c'est bien de votre faute. Vous allez être le mauvais cerveau, vous n'avez pas su développer vos propres dons parce que vous n'en aviez tout simplement pas. Donc l'exploitation, auto-exploitation qui est liée au statut d'entrepreneur par exemple, et que permet notamment le développement du numérique. Le numérique a fortement accentué ce type de situation. Et le développement du télétravail est d'ailleurs une des conséquences un outil potentiellement tout à fait puissant pour pouvoir accélérer dans ce sens-là. C'est pas non plus un hasard si aujourd'hui dans les cabinets de psy, on n'a pas des névroses et des psychoses comme on en avait en masse il y a 50 ans. On a des narcissiques. Le nombre de narcissiques, c'est-à-dire de gens qui ont une conscience d'eux-mêmes, de leur propre moi, totalement surdimensionné, parce qu'ils s'imaginent tellement avoir un moi particulier que, alors même que, c'est évidemment pas du tout le cas, c'est le produit d'un système social qui engendre des individualités qui sont tout à fait utiles au développement du capitalisme pour justifier son existence. Et donc, ce type de situation est en pleine accélération. Alors, en même temps, il y a des côtés positifs à la situation. Et un des côtés positifs, je le dis à la fin, donc, encore une fois, il n'y a pas de libre arbitre, etc. C'est complètement Spinoza avait une phrase tout à fait forte là-dessus. Il disait « L'homme se croit libre parce qu'il ne connaît pas les causes qui le font agir comme il le fait. » Quand on analyse les comportements humains et qu'on recherche pourquoi on agit comme on le fait, on trouve toujours des raisons qui font qu'on agit comme ça. Ce n'est pas une décision purement rationnelle et pensée qui fait qu'on a agi comme on l'a fait. On est déterminé par des causes antérieures et c'est ça qui fait qu'on agit comme on le fait. Mais en même temps,
il y a par exemple des transformations tout à fait positives, et pour moi une des plus importantes, c'est la montée du féminisme. Pourquoi les femmes sont devenues revendicatrices depuis un siècle, en gros, à peu près, un peu plus? Parce qu'elles sont rentrées dans le monde du travail. Elles sont rentrées dans des rapports sociaux de production. Elles se sont mises au travail. Quand elles étaient à la maison, elles s'occupaient des mômes, etc., et que le partage du travail se faisait suivant une division du travail qui semblait héritée depuis toujours, les femmes à la maison, les hommes au travail, les femmes, finalement, globalement, elles ne se rebellaient pas. Elles sont rentrées dans la production, ça a modifié complètement leur comportement. Et donc ça a engendré des nouvelles femmes, avec un nouvel état d'esprit. Le cinéma hollywoodien le montre parfaitement à partir du milieu des années 40. Le nombre de films hollywoodiens qui montrent l'émergence d'une femme nouvelle qui n'existait pas avant au cinéma, qui n'était même pas pensable. Et la façon aujourd'hui dont le féminisme prend des dimensions très importantes dans la société, c'est le résultat d'une transformation de la situation des femmes dans les rapports de production. Ce qui est positif, c'est le côté positif du capitalisme. Il transforme les personnalités, il fait émerger des personnalités qui sont aujourd'hui majoritairement féminines parce qu'elles ont pris conscience que le statut dans lequel on les mettait ne pouvait pas continuer comme ça. Dont elles n'avaient pas conscience avant dans un statut domestique dans lequel elles étaient reléguées et qui paraissait irrité de la nuit des temps. Donc ça, c'est un côté, à mon avis, qu'il faut évidemment souligner. Alors, pour terminer, c'est mon dernier truc. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors évidemment, ce qu'on peut imaginer, c'est mon dernier truc, c'est le point d'interrogation. Je ne lis pas l'avenir. Il y a trois possibilités néanmoins qu'on peut imaginer. Il y a le scénario de la transition douce. Alors bon, avec tout ce que j'ai dit avant, on pensait bien que je ne vais pas en dire plus, je ne crois pas une seconde. Il n'y aura pas de transition douce. Le scénario du sang et des larmes, il est potentiellement possible. Mais il ne s'imposera évidemment que par une contrainte très forte et certainement ça ne sera pas dans la joie et la bonne humeur, et il y aura forcément des éléments de résistance et donc un gâchis terrible. Le scénario Pearl Harbor, c'est un scénario optimiste, c'est de dire Pearl Harbor, vous connaissez tous Pearl Harbor, les Japonais attaquent les Américains, détruisent une partie de leur flotte. En quelques mois, les Américains ont transformé totalement leur système de production. Pour pouvoir répondre aux Japonais, on a vu comment ils leur avaient répondu à la fin, ils les ont bombardés gentiment, mais ils ont transformé leurs industries en fabrication d'armement, en mettant au travail tout un tas de personnel qui n'était pas du tout au départ prévu pour ça, notamment aussi beaucoup de femmes, pour transformer donc, pour pouvoir armer créer des avions, des bateaux, des armes, etc., des tanks, pour faire la guerre aux Japonais et répondre à Pearl Harbor. Si on leur avait dit une semaine avant Pearl Harbor, il faut transformer votre industrie là tout de suite, ils auraient dit c'est pas possible, on ne le fera pas, on ne peut pas le faire. Pearl Harbor, ça a été un déclic, ils se sont mis à le faire. Alors ce que j'appelle le scénario Pearl Harbor, c'est il y a une catastrophe vraiment massive, dont je n'imagine pas la forme qu'elle peut prendre, mais bon, je vais en dire un mot quand même à la fin. Il y a une catastrophe qui fait que là, la grande majorité du peuple sur Terre dit on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Bon, on va arrêter d'élire des gens qui font le contraire de ce qu'ils disent, qui de toute façon se foutent du climat et de plein d'autres choses. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui se passe, on continue à élire les mêmes. Mais en l'occurrence, catastrophe Pearl Harbor, c'est un moment où on vire les gouvernements actuels, on en met en place d'autres, on change une situation qu'on imaginait impossible avant. De révolution, c'est toujours ça, hein. C'est un changement brutal qui n'était pas anticipé a priori avant. Même si, une fois qu'on a réfléchi, on se dit, ouais, il y avait plein de signes avant-coureurs qu'on n'avait pas vus, mais en l'occurrence, le moment est toujours surprenant. Donc, est-ce que c'est envisageable une catastrophe, un scénario Pearl Harbor? Alors, on pourrait dire, c'est difficile, quoi. Pourquoi c'est difficile? Parce que le réchauffement climatique, c'est graduel, c'est lent, c'est pas spectaculaire. Il y a des tas de signes, on voit bien, la température continue, les émissions croissent, etc. Bon, on a des étés pourris, où il y a des bulles de chaleur qui entraînent des conséquences dramatiques, donc beaucoup plus de l'heure que d'habitude, des maladies. Bon, en l'occurrence, la situation actuelle, c'est lié en grande partie à la perte de biodiversité et à la déforestation qui entraîne des zoonoses, et c'est pas la première, hein, il y en a eu avant depuis 2000, des zoonoses.
on n'a pas pris en compte, mais c'est pas d'un seul coup, la situation dans laquelle on est n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain, elle était prévisible, et elle était prévue d'ailleurs par des rapports bien avant. Donc bon, on voit bien que c'est pas suffisant. On voit bien que la classe sanitaire, elle ne remet pas en cause le capitalisme, que les gens s'adaptent avec douleur, difficilement, ils râlent et tout, mais bon, pour l'instant, ils ne changent pas, et on va réélire Macron ou Pécresse dans 3 semaines, enfin dans 3 mois. Donc ça ne suffit pas, quoi, c'est clairement. Donc, quelle est l'ampleur de la catastrophe qu'il faudrait pour que le scénario Pearl Harbor se réalise? À mon avis, je ne vois pas. Alors, et surtout, compte tenu du timing, hein, je l'ai dit, dans 20 ans, on sera de toute façon à... Les 2 degrés, c'est... Alors là, de toute façon, tout le monde y croit, plus du tout aux 2 degrés. Hein. Tout le monde prévoit 2,7 au moins à la fin du siècle. Hein. Les 2 degrés, c'est pas la peine de... Ils sont déjà enterrés, mais on en parle encore comme un objectif potentiellement, etc. Bon, dans 20 ans, on n'en parlera pas du tout. Enfin, personne n'imaginera. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour qu'il y ait un changement brutal, ou est-ce que ce sera encore un degré d'acceptation supplémentaire qui nous entraînera dans un monde futur encore plus désolant? Je ne sais pas. D'où mon point d'interrogation. J'espère que ce ne sera pas la situation. Enfin, moi, je ne serai plus là pour le voir. Hein. C'est pas très grave pour moi, mais c'est pour nos enfants, surtout nos petits-enfants, que c'est mauvais. Voilà, donc... j'espère que je ne vous ai pas dégoûté trop. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ah. Quand on dit que je suis pessimiste, on reste toujours, mais si j'étais vraiment pessimiste, je ne serais pas là. J'écrirais pas de bouquin. C'est pas facile à travers tout votre exposé qui était très didactique, auquel j'adhère complètement, de sortir les réponses au point d'interrogation, parce qu'il faut bien en sortir une. Les événements qui peuvent, vous avez cité dans les capacités inattendues la Commune de Paris. Merveilleux mouvement, mais comment ça s'est terminé, pourquoi ça s'est terminé aussi vite? Ça serait intéressant que vous l'expliquiez, puisque c'était une piste d'espérance à un moment. Dans les événements qui, à mon avis, peuvent provoquer, alors, il y a une augmentation des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et tout, moi je crois qu'il y en a un point qui va être, ça va être l'arrivée d'une immigration climatique en force sur nos territoires européens, climatiquement acceptables, etc. Est-ce qu'on est capable de transformer cette immigration, éviter que ça soit considéré comme une catastrophe, mais faire évoluer notre politique pour être capable de les intégrer, d'en faire une force de transformation. Agriculture paysanne ou pas, mais faire évoluer complètement les besoins qu'il va y avoir, de débloquer des moyens, et donc d'aller prendre l'argent là où il est. Vous dites que ça ne sert à rien de supprimer la classe des riches. Bien sûr, ça ne se supprime pas comme ça, mais moi je crois quand même fortement à l'impérieuse nécessité, hors des problèmes moraux qu'il y a, etc., d'aller prendre l'argent là où il est pour socialement accepter l'ensemble des besoins qu'on aura pour accueillir tous ces gens qui vont arriver, qu'il va falloir loger, nourrir, éduquer, etc. Et qu'on ne pourra pas faire avec un budget de l'État que nos dirigeants cherchent à diminuer progressivement à l'heure actuelle. Or, pourtant, ces immigrés seront possiblement une source de progrès. Moi, je suis
surpris de voir la place qu'ont les descendants d'immigrés en matière de communication, dans le journalisme, dans les animateurs, etc. Il y a des forces vives là, et il va en arriver d'autres. Et moi je demande si ce n'est pas un des grands événements qu'il va falloir faire évoluer de force, non pas de gré, mais de force, les rapports financiers, la gestion financière de la ressource, et faire en sorte que Bernard Arnault, qui est propriétaire de l'équivalent de la ville de Toulouse, il mette quelques immeubles à disposition, enfin plus que quelques immeubles, à disposition du budget général de la nation. Oui, alors, est-ce que ça risque tout à fait de se produire, ça, les migrations climatiques en masse alors si on regarde l'expérience qu'on a pour l'instant, ça ne plaide pas avec les forces politiques qui existent aujourd'hui et la façon dont on réagit pour imaginer que ce soit suffisant. Au contraire, ça risque plutôt de se traduire en bain de sang. Alors, en Europe, peut-être pas en bain de sang, mais en tout cas en fermeture de frontières et en augmentation des contrôles, etc. Au Bangladesh, qui est menacé de submersion très important, ils ne vont pas émigrer en Europe, ils vont émigrer en Inde et ils vont être accueillis à coup de tanks et de mitrailleuses, puisque c'est des centaines de millions qui vont partir. Alors est-ce que ça va engendrer une transformation globale suffisante? Je crois pas. Je crois pas, mais... Les frontières, à beaucoup, lâcheront. Oui, bien sûr. Mais... L'Allemagne de l'Est, il y a bien... Pourtant, il était costaud. Oui, non, mais on peut... Je dis, moi, je ne vis pas dans le futur. Libération climatique, c'est évidemment une évolution tout à fait probable, à peu près certaine, et qui... Mais pour l'instant, moi, mon hypothèse la plus plausible, c'est plutôt que ça va se régler dans le sang, plutôt que dans la transformation brutale, majeure des moyens des rapports de production. Mais bon, espérons que je me trompe, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça l'événement qui va faire que les choses vont changer brutalement. Alors, brutalement, ça ne va pas se faire. De toute façon, il n'y a pas un avant et un après, il n'y a pas une date. Et pour revenir à la situation d'aujourd'hui, il n'y a pas une élection présidentielle qui d'un seul coup fera qu'avant ça sera la catastrophe et qu'après ça va devenir miraculeux. Évidemment que c'est long, il y aura des transformations qui vont être graduelles, il y aura des conflits, il y aura des victoires, il y aura des défaites, tout ça va prendre du temps. Mais la seule chose qu'on peut être sûr, c'est que le capitalisme, c'est pas éternel. C'est une façon d'organiser la production tellement aujourd'hui qui atteint tellement ses limites. Le fait qu'elle engendre comme ça des nouveaux secteurs, des nouveaux territoires et qu'elle a atteint le bout du bout là aujourd'hui, puisqu'elle est en train, encore une fois, là, je le disais, d'essayer de coloniser le virtuel, on voit bien qu'on ne voit pas ce qu'elle va pouvoir inventer d'autre. C'est au bout d'un moment. Alors, des gens comme Musk ou Bezos, eux, ils anticipent le voyage interplanétaire. Ils investissent des milliards dans l'idée qu'ils vont se transposer dans une planète vivable avec leur descendance en se cryogénisant, je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, parallèlement, ils investissent énormément dans le médical pour essayer de prolonger la vie humaine et s'imaginer l'éternel, le transhumanisme. Google investit des sommes colossales dans la recherche médicale dans cette direction-là. Donc ces gens-là sont dans une logique, après moi le début, je ferai tout pour me sauver moi et puis basta pour les autres. Donc c'est clair que ceux-là, je ne vois pas trop d'autres solutions que de les foutre au pilori et de leur tirer dessus à balles réelles. Mais bon... Alors comment faire pour qu'il y ait une prise de conscience suffisamment forte, parce qu'on ne s'en sortira pas des minorités, il faut un mouvement de masse énorme. Pour l'instant, les conditions sont clairement pas remplies. Clairement pas. Donc, qu'est-ce qui fait que ça va se Je sais pas, mais ça, là, j'avoue que c'est pas une petite conférence comme ça qui ont déclenché. Marx avait écrit un bouquin quand même qui était pas con, qui s'appelait Le Capital, dont il avait dit
c'est le plus terrible missile qui ait jamais été lancé à la tête de la bourgeoisie, qui était une analyse très fine et profonde des mécanismes du capitalisme. Ça a 200 ans, enfin un peu moins de 200 ans, mais 150 ans, la bourgeoisie est toujours là, florissante. C'est-à-dire que ce terrible missile, et quand même c'est un grand bouquin, c'est clairement pas suffisant, c'est pas des œuvres aussi géniales soient-elles qui transforment les choses, quoi. Et on peut dire la même chose des grands philosophes, de Platon et d'autres, une œuvre, quelle qu'elle soit, n'a jamais transformé quoi que ce soit. Bon, elle peut donner des moyens d'appui, mais c'est clairement pas ça qui fait l'histoire. Donc, ça là-dessus. Alors, moi j'ai deux hypothèses, j'ai deux que je développe dans le bouquin, j'en ai pas parlé là, mais puisque j'ai façon de répondre, j'ai deux lignes de direction à mettre en avant. La première, c'est le capitalisme a créé des moyens sur des bases matérielles qui font que la vie aujourd'hui est. C'est un problème de distribution, mais on a des outils, on a des machines, des moyens de transport, tout un tas de trucs, des appareils qui facilitent la vie dans tous les domaines, et donc des bases matérielles qui fait qu'on pourrait, si c'était mieux réparti, vivre beaucoup mieux. Bon, ça il faut le préserver, il faut s'appuyer là-dessus. Un des échecs de l'URSS, c'est justement que ça s'est produit, la révolution, dans un pays qui n'avait pas les forces. Ils ont investi énormément dans l'industrie lourde parce que c'était les bases nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, mais ça s'est dévoyé très vite avec Staline, donc du coup ça n'a pas pris le tournant qu'il aurait pu prendre. Donc clairement, on n'est pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, les pays ont des moyens de subsistance et de production extraordinaires. Simplement, c'est super mal contrôlé par une minorité et ça crée des biens qui sont très mal répartis. Donc évidemment, il faut travailler là-dessus. Et pour ça, il y a aussi des conquêtes sociales. Bon, le fait qu'on travaille beaucoup moins qu'avant, c'est évidemment quelque chose qu'il faut préserver, qu'on ait des systèmes de santé, de sécurité qui sont meilleurs aujourd'hui qu'il y a 50 ans, enfin 50 ans encore que, oui, c'est 50 ans, mais pas beaucoup plus. Bon, donc ça c'est de l'action revendicative, c'est-à-dire qu'il faut préserver les acquis sociaux. Tous ceux qu'on a eu, la sécurité sociale, la santé gratuite, l'éducation gratuite, et l'étendre partout c'est possible. Et donc évidemment lutter contre la retraite prolongée, lutter contre le chômage des jeunes, le travail le dimanche, la destruction du code du travail. Donc. Mais ça c'est défensif. On remet en cause des acquis sociaux dont on voit bien pourquoi on les remet en cause. Donc il faut absolument lutter contre ça. Mais lutter contre ça, c'est évidemment une position de faiblesse, quoi. Ça prouve bien qu'on est acculé à... Bon. Donc c'est pas ça non plus qui fera transformer les choses. La deuxième chose, pour moi, c'est tout ce qui est action, tout ce qui est activité associative. Parce que dans l'association, il n'y a pas de rapport de production de dominant. Et ça se fait sur des pratiques partagées. Les gens s'associent pour faire des choses ensemble. Et ils le font, en général, non pas à partir de leçons qu'on leur apprend, ou de leçons de morale, ou de cours magistraux. Ils le font en essayant, avec des essais, des erreurs, mettre en place des choses dans tous les domaines. Que ce soit des trucs culturels, des trucs sportifs, n'importe quoi. Donc l'ensemble des activités associatives, pour moi, ça participe à la formation des personnalités qui sont hors des rapports de production capitalistes. Donc du coup, c'est une forme d'éducation globale de la population qu'il faut, à mon avis, développer à outrance. Et donc investir dans l'éducation, dans l'éducation au sens, dans l'activité associative, dans tous les domaines, donc évidemment aussi lutter contre tout ce qui va limiter ça. Les trucs administratifs qui bloquent les initiatives individuelles et qui font que c'est plus compliqué de mettre en œuvre un truc parce qu'il faut remplir 15 formulaires et sont pliés à des normes débiles, etc. Bon, donc il y a une lutte revendicative aussi pour faciliter, mais investir dans la vie associative sous toutes les formes qu'elle prend, même si ça paraît dérisoire, si c'est pour faire du macramé, on s'en fiche, du moment que c'est de la pratique sociale partagée entre individus sur des bases qui ne sont pas des bases recherche de profit. Alors, il y a aussi, évidemment, dans la vie associative, il y a aussi des petits chefs qui essayent d'en profiter pour avoir la position de pouvoir, et sur lesquels il faut aussi, évidemment,
faire attention, ça engendre aussi des fois des comportements qui ne sont pas... Mais en l'occurrence, à la base, c'est quand même mieux que d'être dans un rapport de production totalement dominé par ceux qui possèdent. Donc pour moi, développer la vie associative dans tous ces domaines, c'est un axe qui me paraît tout à fait important. Et donc lutter contre tout ce qui entrave sous quelque forme que ce soit. Mais évidemment, là aussi, c'est nécessaire, mais évidemment pas suffisant. Mais pour moi, ça donne deux directions. La direction revendicative, enfin lutte défensive, tout le monde y participe un peu, j'imagine ici, sous des formes diverses et variées. C'est pas forcément, il n'y a pas que signer des pétitions et des manifs, on peut faire de plein de façons, pour discuter avec son voisin, etc. Mais l'autre, par exemple, à mon avis, est incroyablement plus positive, et puis elle permet de ne pas désespérer complètement. Quand on est dans une association et qu'on croit à ce qu'elle fait, qu'on sent que c'est riche, que ça permet d'émanciper les individus, de les transformer, ne serait-ce qu'un peu, on en tire des satisfactions, à mon avis, qui sont utiles, et qui donnent de la force pour aller plus loin. À quelle échelle vous pensez que la lutte sociale est justement la plus porteuse? Parce qu'on a souvent eu un discours mondialiste du côté de l'anticapitalisme qui était en fait le système dans son ensemble au niveau mondial. Et du coup, à côté de ça, en fait, on n'avait pas forcément une remise en cause, notamment de l'influence des formes de fédéralisme qui se développent dans le monde, avec la technostructure et puis les formes de violence policière qu'il peut y avoir. On voit aussi toute l'influence nocive qu'a l'Union européenne, notamment sur l'élargissement du marché qui gagne de plus en plus de terrain sur les biens publics. On le voit sur la crise du gaz, etc. Est-ce que justement maintenant, il ne faut pas mettre le paquet sur les luttes nationales et puis sur les mouvements au niveau municipal, de manière à avoir une proximité plus grande avec le pouvoir et d'avoir une capacité d'infléchir plus les choses? Alors, je pense de toute façon, c'est plus facile au départ de démarrer localement avec les forces qui sont... C'est évident, parce qu'on connaît les gens, qu'on a noué des liens, le cercle vertueux que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, je pense que ça ne suffit pas. Il y a un moment donné, encore une fois, ça viendra d'une massification de l'action. Sous quelle forme ça peut prendre, à quel niveau... L'URSS, c'était le pays, la Russie était le pays un des moins développés, c'est là que la révolution a démarré, et que ça a quand même transformé les premières années de façon assez extraordinaire par rapport à la situation sous le tsar. Donc le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les bases matérielles pour permettre précisément d'améliorer fortement la condition de vie des gens. Donc ça prendra forcément à un endroit donné ou à des endroits donnés, mais pas globalement d'un coup, forcément. Mais si on veut que ça réussisse, il faudra à un moment que ça se massifie dans le monde entier. Alors en même temps, comment dire, ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté autoritaire, etc., pour moi c'est une bonne nouvelle de toute façon. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile pour le capitaliste sous les formes qu'il a aujourd'hui de maintenir son emprise sans utiliser les moyens de la force, de la violence légitime de l'État. Pourquoi il y a autant de recours aux tribunaux et aux policiers pour pouvoir maintenir l'ordre? On l'a bien vu avec les gilets jaunes, la violence avec laquelle ça s'est fait, et c'est une tendance qu'on trouve dans tous les pays aujourd'hui, l'autoritarisme du néolibéralisme. C'est une constante. Il y a un livre formidable autour de ça qui s'appelle La société ingouvernable, de Grégoire Chavaillou, qui est un philosophe, qui est tout à fait passionnant et qui explique comment l'autoritarisme est intrinsèque à la forme sous laquelle aujourd'hui se développe la société capitaliste. Et que ça, c'est à la fois une tendance évidemment qui rend la vie des gens plus difficile quand ils le subissent aujourd'hui, mais qui en même temps est aussi le signe que le capitalisme est en train là aussi d'atteindre une limite dans le degré d'acceptation que la population peut avoir des comportements antérieurs. Donc pour moi c'est positif de cette façon, ça va prendre du temps, du jour au lendemain ça ne va pas entraîner des réactions brutales, mais s'orienter, s'organiser localement là où on peut pour commencer à planter des graines et effectivement poser des questions sous la forme ça ne peut pas durer comme avant, je pense qu'effectivement il faut le faire partout où on peut le faire. Alors après, ça ne va pas se déclencher miraculeusement parce que quelqu'un a fait quelque chose quelque part.
Mais si c'est suffisamment développé, s'il y a suffisamment d'endroits où ça se passe, à un moment ça percolera. Enfin, on peut espérer que ça percole, ou alors là, vraiment, il faut être désespéré. Mais encore une fois, la société ne sera pas figée, hein. Elle évolue. Hein. Mais elle peut évoluer malheureusement dans un sens tout à fait dramatique. Hein. Si les prédictions, si les millions d'immigrés climatiques se vont recevoir avec une mitrailleuse partout, si Bombay est immergé totalement dans les 50 prochaines années, et c'est ce qui est en train de se propager, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Si le monde n'a pas suffisamment pris une bonne direction d'ici là, ça peut être un drame. Hein. Donc, à mon avis, ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer les scénarios noirs ou roses. Il faut agir aujourd'hui. Et agir comme on ne peut pas d'un seul coup. C'est un parallèle peut-être un peu. Moi, il y a une chose qui m'épate vraiment dans la logique des présidentielles en France, de la part de la gauche. Bon, je ne crois pas du tout que un président de gauche à l'Assemblée, sur la tête de la République, va permettre d'un seul coup de transformer la France et d'en faire un paradis sur Terre. Mais bon, je pense que ceux qui se présentent le croient au moins en partie. Ils sont a priori... Mélenchon, il veut changer quand même, je pense, globalement, il veut changer de constitution, des voies des luttes plus justes, etc. Mais si on pense ça, la première condition, c'est d'être élu. C'est-à-dire que si on n'est pas élu, on n'a aucune chance de faire pourquoi on dit qu'on veut faire. Et ils sont en train de prendre le chemin totalement inverse. C'est-à-dire que le seul moyen de mettre ça en place, c'est d'avoir un candidat et pas d'en avoir 4 ou 5. Quoi. Donc il y a une faute logique complète qui fait que j'avoue que là, donc c'est pour ça qu'on dit, imaginez qu'on va planter une petite graine quelque part et que ça va émerger comme ça, on va dire que c'est la gauche pour l'instant que c'est pas possible. Enfin en France en tout cas. Donc mais moi ça me dépasse, je trouve ça complètement désespérant. Par contre, ça, vraiment, je sais pas combien de temps on est parti de ça, mais c'est vraiment effrayant. Vous ne pensez pas que les faiblesses du système démontrées vient du fait que le régulateur, le politique ou le marché, en fait, il montre ses faiblesses soit techniques, soit politiques, au sens large, avec, si on prend les 20 dernières années, la crise des subprimes, la bulle Internet, là, le green business, moi je suis dans la banque. Personne ne l'a fait. Voilà. Non, mais l'autorité des marchés financiers, en ce moment, il y a un flot de liquidité qui se déverse. Ouais. Le petit épargnant est sollicité à juste ou à tort pour aller dans cette direction-là. Et qu'à un moment donné, ça va péter. Parce que même l'autorité des marchés financiers a mis en alerte en disant attention, c'est complètement dingue ce qui se passe actuellement. Que ça, c'est des éléments qui, quand ça se déclenche, bon, c'est le marché qui régule, il y a des perdants et des gagnants, mais il y a un jour ou l'autre, les subprimes, on a vu que l'immobilier, on disait que allez-y gaiement, c'est de l'immobilier, vous risquez rien. On s'est aperçu que depuis la crise américaine, c'est les un peu mondial. Oui, mais justement, c'est un bon exemple, parce que le système le système bancaire a failli s'écrouler, vraiment, ça a été un cheveu. Hein. Les États sont intervenus de façon incroyablement forte avec une dépense, création monétaire énorme. Il n'empêche que, bien qu'ils aient frôlé la catastrophe, les réformes qu'ils ont mises en place derrière, que dalle. Voilà. Donc on voit bien qu'il faudrait vraiment une crise très très forte pour que. Alors, je raconte dans mon bouquin, je pense que vous avez beaucoup entendu, entendu parler de Gaël Giraud, qui est un économiste jésuite, ce qui est une originalité. Il raconte dans une de ses conférences, il est allé à une réunion à Londres avec des financiers de très haut niveau, donc autour des questions environnementales, etc. Et il rapporte, il dit, il y avait 3 choses. Il dit, 1, ils étaient parfaitement informés. Ils savaient tout à fait ce qui se passait, le dérèglement, les causes, etc. Parfait. 2,
ils disaient on fera rien. Parce qu'on ne peut pas remettre en cause notre business model. Si on modifie les choses, nous on va perdre nos affaires vont péricliter, c'est pas possible. Donc on fait rien. 3, si vraiment ça devient catastrophique, de toute façon les Chinois feront quelque chose parce qu'ils ont plus à y perdre que nous. Bon, voilà. Et des financiers au plus haut niveau, les directeurs de banque centrale, etc. Bon, quand on voit ça, il ne faut pas compter sur les dirigeants actuels pour... je ne sais pas si vous avez vu le film dont on parle pendant souvent, Don't Look Up, qui est un film tout à fait spectaculaire, parce que c'est une comète qui va arriver sur la Terre et qui va détruire la Terre dans 6 mois, 14 heures et 3 minutes. 2 scientifiques qui lancent l'alerte, etc. Bon. Réaction, alors les journalistes, genre CNews, vous nous racontez des histoires, puis vous embêtez les spectateurs, là vous leur faites peur, c'est pas sérieux, il faut leur en rire. La présidente des États-Unis, mais j'ai les élections de mi-mandat dans 1 mois et demi, là, ça va pas du tout, là. Avec cette histoire-là, je ne peux pas en entendre parler. Et quand finalement, alors le temps passe, donc la comète elle se rapproche, là, puis vraiment ça commence à faire dire cranios, ils décident d'envoyer une fusée, des fusées avec des bombes atomiques pour arriver dans la comète et la faire exploser pour qu'elle retombe en petits morceaux. Puis la fusée part, alors toute la Terre est là, formidable, les dirigeants sont mis d'accord. Puis au dernier moment, la fusée, hop, elle fait demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Le milliardaire qui subventionne la présidente des États-Unis, qui a repéré qu'il y avait des métaux rares dans la comète et qui a décidé qu'il fallait l'exploiter. Donc, ils envoient des sondes qui sont censées se poser sur la comète, arracher tout ce qu'il y a de précieux et la disloquer en petits morceaux qui, à ce moment-là, causent plus de problèmes. Sauf évidemment que ça ne marche pas du tout, que leurs sondes, certaines arrivent, elles ne sont pas suffisamment puissantes, elles ne coupent rien du tout. Et puis la comète, elle arrive, et puis elle détruit la Terre, et puis le film, la Terre est détruite. Quoi. Alors, à la fin, quand même, les deux, le milliardaire et la présidente des États-Unis, ils ont pris la place dans une navette, ils se sont barrés dans l'espace, et à la fin, après générique, il faut regarder à la fin de l'après générique, on les voit atterrir, alors 270 000 ans après, un temps, ils sortent d'un caisson, ils arrivent dans un monde... on peut respirer, etc. Un nouveau monde, ils vont redémarrer, alors ils sont tous à poil. Et là, il y a une énorme bête qui arrive et puis qui tue la présidente des États-Unis. Et puis, quelques mois après, elle va tuer tout le monde. Quoi. Mais il y a tous les mécanismes. La presse qui ne fait pas son boulot, les politiques qui sont le dérivé sur leurs élections, et puis le milliardaire qui ne voit que le profit qu'il va tirer et qui convainc le reste de la planète il va y avoir des nouveaux emplois. Donc le titre du film, ne regardez pas en haut. Quoi. Parce qu'en haut, on voit la comète, mais non, regardez la Terre, parce que c'est là qu'on va vous faire bosser avec des richesses nouvelles, formidables. C'est-à-dire, tous les mécanismes, alors la différence, c'est que le changement climatique, c'est pas une comète qui va détruire la Terre, c'est beaucoup plus diffus, donc ça ne peut pas faire les mêmes réactions. Mais les mécanismes sont parfaitement décrits. Hein. Pour ça, le film il est tout à fait intéressant. Netflix, c'est ça? Ouais, c'est sur Netflix. Mais ouais, c'est aussi la réseau social. Ça fait partie des plateformes. Sur la deuxième piste associative que vous avez évoquée, il y a, j'ai beaucoup pratiqué, pas tout seul, mais aussi, il y a un aspect pervers, c'est que le système actuel politique basé sur le capitalisme se sert de l'associatif pour pallier à ses carences, à ses insuffisances. Et ça, c'est un vice remarquable. Le capitalisme, il fait tout boire, hein. Il est prêt à tout pour perdurer. Effectivement. Mais bon, ça permet de pallier quand même l'insuffisance et d'aider à la situation. Le recrutement d'enseignants ou même de pas enseignants du tout pour pallier en ce moment les gens qui dans les écoles
on fait appel à la bonne conscience des gens, voilà, faites un effort de droit petit, enfin, ouais, bien sûr. Donc de là en faire un mouvement tel que vous le percevez, là, De toute façon, il n'y a jamais de truc qui est tout positif. non, mais pour être... Je pense que c'est une voie potentielle qui vaut le coup d'exploiter. Encore une fois, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que c'est des pratiques partagées, quoi. Alors après, elles peuvent être dévoyées de plein de façons différentes, et y compris, ce que je veux dire, à l'intérieur. Moi, j'ai un copain qui est dans un groupe de randonnée. Les randonneurs, il y a un chef de rando et personne n'a le droit de toucher la carte. Il n'y a que le chef de rando. Ça, c'est catastrophique. Là, on est dans c'est vraiment une horreur. Si c'est pour faire ça, non. Donc c'est clairement c'est pas la solution idéale. Simplement, quand elle est bien faite, c'est une façon de formation de personnalité qui va dans le sens de l'émancipation de l'individu. Bon, c'est ce qu'il ne faudrait pas on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Merci beaucoup. Et donc, Gilles pourra nous dédicacer les livres après. Avec plaisir. D'autre part, la prochaine conférence, ce sera mardi 8 février. Au départ, on devait avoir une conférence gesticulée, mais le conférencier étant malade, on m'a remplacé par Michel Mazet, qui a proposé de faire une conférence sur David Hockney. David Hockney, un peintre qui a 85 ans et qui expose en ce moment à l'Orangerie. Il parlera de son œuvre. Et Laurence, elle aura un petit message à vous donner aussi. J'ai déjà distribué des petits flyers à l'entrée. Alors on parlait du monde associatif, voilà, c'est une représentation. Bon, on comprend des membres du capitalisme et ses défauts. Donc sur Menton, il y a des AMAP qui ont été créés. Les AMAP, c'est des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et cette année, avec l'incertitude, on est en manque d'amapiens. Donc je vous ai distribué des flyers pour souhaiter que les gens viennent nous rejoindre. On propose des paniers de légumes bio par un maraîcher qui est à Longpont, vraiment, donc c'est en extra local, des bio bien entendu. Et vous avez donc des possibilités de nous joindre sur les petites feuilles que je vous ai données. Sachez aussi que comme la production était déjà mise en route, il y a des possibilités, en attendant que nous ayons le nombre d'amapiens voulus, de paniers libres qui fonctionnent. Donc vous pouvez commander des paniers que vous venez chercher sur place à la marque. Ça crée des liens, c'est bien, c'est associatif et nous, il n'y a pas de chef, c'est des décisions collectives. Voilà. Il y a aussi des amapiennes. Oui, il y a les amapiens, il y a les amapiennes. Voilà, ils dansaient sur les... Ça existe déjà. Et l'organisation, Demain soir, il y a vin chaud. Oui, voilà. Il y a un show, il y aura des dégustations de cresson, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Très sympa, c'est met au cœur. Et nous sommes à la recherche de bénévoles, donc si vous avez un peu de temps pour aider à préparer les conférences, on est preneurs. Voilà, merci beaucoup. Merci.